Que ça va. Bonjour et bienvenue à tout le monde à notre questions et réponses sur la recherche. J'ai quelques messages à passer avant que ça commence. Premièrement, nous sommes dans le mois de l'SLA, juin. Donc, c'est notre mois de la sensibilisation à la SLA. C'est le moment de l'année où la communauté, notre communauté, nous se mobilise pour agir et de garder le cap sur l'objectif de mettre fin à la maladie. Cet été, nous avons prévu 12 marches et donc ça va commencer cette fin de semaine où nous serons dans plusieurs villes du Québec. Donc, les marches sont l'occasion vraiment de se rassembler et de recueillir les fonds, qu'une grande partie va être pour la recherche. Nous avons avec nous aujourd'hui plusieurs membres de le conseil d'administration et de notre équipe et nous sommes vraiment fiers d'être ici, de montrer à notre communauté, à vous, comment notre mission, que vous êtes au cœur de toutes les actions que nous faisons. Pendant la présentation, si vous avez des questions, s'il vous plaît, utilisez le chat, mais il y va être une période de temps pour les questions soi-même d'être répondues avec la voix. Et c'est possible avec Wordly d'avoir les sous-titres. Vous êtes tous conscients en français ou en anglais. Et je veux juste vous dire, please bear in mind that this kind of translation is not perfect. And many variables can affect the accuracy. Errors are possible. However, even if a few words are incorrect, you should still be able to get the context, the meaning within the context of the phrase. Et maintenant, c'est mon grand plaisir de présenter Dr. Richard Robitaille, qui est votre modérateur pour ce soir. Merci beaucoup, Kate. Donc, bienvenue tout le monde. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver, même si c'est en virtuel, mais on est nombreux et c'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver ici. Donc, je suis Richard Robitaille. Je suis un professeur au département de neurosciences à l'Université de Montréal, membre du CA des CA Québec depuis une dizaine d'années maintenant, je dirais. Aussi, donc, responsable du comité de la recherche de SLA Québec, impliqué à SLA Canada à différents niveaux. Donc, bienvenue. Vraiment très heureux de pouvoir vous retrouver. Avant de commencer l'organisation comme telle, quelques petits mots d'information. Pour les habitués de l'événement, vous avez peut-être été surpris de voir qu'il n'y en avait pas en février comme on avait dans le passé, simplement parce que du point de vue information sur la recherche, les recherches cliniques et la recherche en général, de le faire en février et juin était difficile pour nous. Donc, on a opté pour faire une rencontre durant le mois de la SLA, donc maintenant. Et on va faire la prochaine en décembre, mi-décembre, donc après le gros congrès international ALS-MND qui avait lieu à Montréal l'an passé, en passant. Donc là, on va le faire probablement autour de la mi-décembre. Donc, on va le faire à peu près aux 6 mois et à des dates qui sont plus significatives, plus importantes, qui vont amener plus d'informations. Donc, on ne vous a pas oublié, il va y avoir 2 événements cette année, c'est juste que ça va être à des dates différentes. Donc, vraiment très heureux de vous présenter le panel de ce soir, encore une fois, des collègues absolument impliqués dans la recherche clinique et fondamentale des mécanismes, mais aussi dans la société et dans la communauté SLA. Donc, un petit jeune, c'est vraiment, on est très heureux de l'avoir parmi nous, qui revient d'avoir fait sa spécialité, son perfectionnement, Dr. Vincent Piché-Martel, qui est au CHU à Québec, un chercheur clinicien, ce qui est rare, et donc ça, c'est très précieux et on est très heureux de l'avoir avec nous. Donc, bienvenue Vincent, c'est vraiment cool. Dr. Nicolas Dupré, neurologue, clinique SLA de Québec aussi. Donc, probablement que plusieurs d'entre vous connaissez, très impliqué, recherche clinique, recherche SLA avec la communauté. Merci beaucoup, Nicolas, c'est vraiment génial. Pardon. Dr. Chantal Sefton,
aussi de Québec. Donc, on a un panel québécois, presque. Donc, Chantal son laboratoire qui travaille sur les mécanismes qui régulent la mort des neurones et tout et tout. Donc, on a son expertise ce soir. Donc, et qui est maintenant une habituée. Donc, encore merci Chantal d'être ici ce soir. Et Dr. Christine Van de Velde, qui est professeure à l'Université de Montréal, qui est au Centre de recherche du CHUM et qui aussi travaille beaucoup au niveau des mécanismes et de la reliée à la maladie elle-même. Chantal et Christine sont très, très impliquées dans la gestion aussi des mécanismes de financement, de recherche SLA Canada aux États-Unis et tout. Donc, on a des gens très impliqués. Donc, bienvenue à vous quatre, à vous cinq, pardon. Très, très heureux de vous avoir ce soir. On est très privilégiés. Un gros merci pour avoir pris le temps d'être avec nous. Et on a une invitée spéciale ce soir. Un des sujets qu'on va traiter, c'est l'effet des facteurs environnementaux. Et vous avez tous entendu parler des événements et des soucis qu'on a en Estrie. Donc, on a vraiment la chance d'avoir avec nous ce soir la docteure Mélissa Généreux, donc de santé publique de l'Estrie, qui est avec nous et qui va pouvoir euh, couvrir certains aspects. Donc, un gros merci d'être avec nous. On est vraiment très heureux de vous avoir ce soir et surtout pour toute la rencontre en plus. Donc, on est vraiment très grattés. Un gros merci à vous d'être ici. Donc, ceci étant dit, comment on va fonctionner ce soir? On va avoir il y a toujours deux volets à nos rencontres. Un premier volet où on vous donne un peu d'informations sur les sujets chauds de l'heure. Et la deuxième partie est vraiment la session questions-réponses ouverte. La première partie, par contre, ce soir va être un petit peu plus longue, donc ça va peut-être laisser un peu moins de temps sur la partie questions-réponses ouvertes, mais les sujets qui sont traités vont quand même être, je pense, d'actualité et je pense que vous allez apprécier. La première chose, c'est qu'on va faire un survol des essais cliniques au Québec. Donc, Dr. Piché-Martel va faire ce survol-là. Donc, ça va vous donner une bonne idée de ce qui se passe. C'est une belle mise à jour. Donc, vous allez être vraiment au courant des derniers faits. Il va aussi également faire le point. Et après cette présentation, on prendra quelques questions directement reliées aux essais cliniques. Et comme ça, on pourra éclairer quelques-unes de ces questions-là. Et par la suite, il va faire le point sur un nouveau traitement qui s'appelle Qalsody, qui vraiment est ciblé, qui va vraiment aider les patients qui sont porteurs de la mutation SOD1. Donc, il y a des événements, il y a des progressions, il y a une progression de ça au Canada, et donc on tenait à vous en faire le point de ce qui se passe au Québec. Et finalement, on va dans le troisième volet qui va être sur les aspects environnementaux. Donc, à ce moment-là, le docteur Sefton va faire un topo sur la base de ce qu'on comprend de l'influence des facteurs environnementaux et le docteur Généreux pourra aussi intervenir à ce moment-là. Donc, voilà, c'est le programme pour ce soir et par la suite, on passera aux questions générales. Alors, sans plus tarder, j'ouvre la rencontre et je demanderai à Vincent de pouvoir faire le tour sur les essais cliniques. Oui, donc, excellent. Vous voyez mes diapositives. Donc, comme mentionné, moi, c'est Vincent Piché-Martel, je suis neurologue spécialiste en maladies neuromusculaires à Québec au centre de recherche et aussi chercheur en SLA et en d'autres maladies neuromusculaires. Donc, vous allez voir, mes diapositives sont en anglais, mais je vais présenter en français. Donc, je vous présente quelques essais cliniques au Québec principalement, et après ça, on va parler du tofersen davantage dans une deuxième section. Donc, je voulais juste mentionner quand même que les molécules qui sont présentées aujourd'hui, là, j'ai aucun conflit d'intérêt directement. Donc, peu importe ce que je vous dis, il y a je gagne aucun avantage par rapport à ça. En fait, j'ai une seule diapositive en français parce que je ne voulais pas la traduire, j'étais paresseux, je l'ai utilisée pour une autre présentation. Donc, en fait, je voulais commencer par un peu quand même vous présenter la recherche globale au Québec. On va parler plus des essais cliniques,
Mais il faut quand même mentionner qu'on a beaucoup de recherche fondamentale au Québec et c'est vraiment un aspect très important. Moi-même, je fais un peu plus de recherche fondamentale et je pense qu'on est très bien représenté au Québec et au Canada là, en recherche fondamentale par rapport au reste de la planète. On est très fort quand même en SLA, je pense, au Canada. Donc, en fait, ici, là, vous avez un peu des données de SLA Canada assez récentes là, sur les chercheurs au Québec. On a donc à peu près, si je compte bien en fonction de ces photos-là, là, à peu près 14 équipes de recherche, là, plus ou moins, si on compte les cliniciens ou non, et à Montréal et 8 à Québec. Plusieurs des membres de ce panel sont représentés sur ces figures-là. Et on a quand même, on a beaucoup de projets sur la modélisation de la SLA dans des cellules, dans des animaux. On a aussi beaucoup d'essais cliniques, d'études sur la parole, la dysphagie, c'est-à-dire la difficulté à avaler qu'on représente qu'on a chez les patients SLA. Beaucoup d'études sur les soins palliatifs, la génétique. Donc, tout ça là, est bien représenté au Québec et on a plusieurs équipes qui y travaillent. Si on va maintenant davantage vers les essais cliniques, je pense qu'avant de parler des essais cliniques spécifiques, c'est important que vous compreniez c'est quoi un essai clinique et comment ça fonctionne. On a plusieurs types d'essais cliniques, en fait. Un essai clinique, le but, c'est de tester un nouveau médicament qui a été découvert dans la recherche fondamentale comme potentiellement traiter la SLA, ralentir la SLA. Et après ça, le but, c'est d'aller l'étudier chez l'humain, bien sûr, et non seulement chez les souris. Donc, habituellement, on fait une première phase, qui est une étude de phase 1, que le but est, chez un petit nombre de patients, d'aller voir la sécurité du médicament et comment le médicament est absorbé chez les patients, distribué à travers le corps, éliminé par le corps. Comme ça, on est capable de donner un dosage plus précis. Ça, c'est des études de phase 1. Après ça, en fonction de ça, on fait des études de phase 2, qui sont des études un peu plus grosses, donc un plus grand nombre de patients, que là, on va commencer à essayer de voir s'il y a une efficacité du médicament chez les humains. Donc, on va voir la sécurité du médicament, son efficacité, et habituellement, on essaie de voir si ça a un impact sur différents biomarqueurs. Un biomarqueur, dans le fond, c'est une prise de sang ou d'autres types d'examens qu'on peut utiliser pour voir comment la maladie évolue. Dans le cas de la SLA, on utilise principalement le NFL de plus en plus à travers les dernières années comme biomarqueur qui représente un peu les dommages neuronaux, donc la mort des motoneurones chez les patients. Et dans le cas du tofersen qu'on va parler, là, on a aussi la protéine SOD1 directement qu'on peut mesurer. Donc, ça, c'est les études de phase 2 habituellement. Puis après ça, une fois qu'on a ça, on peut faire une étude de phase 3 qui, là, vraiment est un grand nombre de patients. On s'assure qu'on est randomisé, qu'on a un gros placebo et qu'on regarde l'efficacité et la sécurité des patients, du médicament. Donc, si vous voulez davantage d'informations, le site clinicaltrials.gov est quand même une bonne ressource là, pour ceux qui sont bilingues. Donc, ça représente un peu les études qu'on a au Québec. Donc, il y a un tableau plus exhaustif pour les études à travers le Canada, mais ceux-ci, c'est vraiment ceux qui sont présentement en cours au Québec. Donc, comme vous allez voir, la majorité, quand même, se trouve à Montréal. On a quelques essais aussi à Québec et peut-être une à Sherbrooke, mais la majorité se font à Montréal. J'ai sélectionné pour vous parler de 2 études là, par question de temps et par un peu pertinence. Donc, j'ai choisi de vous parler de Medicinova, qui est le MN166. C'est l'avant-dernier si j'utilise mon pointeur ici. En fait, surtout parce qu'il est disponible partout au Québec. Donc, je pense que ça va toucher le plus de personnes ici dans la salle, dans le Zoom. Et aussi, parler de Capture LS, qui est une bonne ressource intéressante qu'on a développée au Canada. Donc, en fait, l'imbudilast, en fait, c'est un médicament, comme j'ai mentionné, c'est ça, l'essai est disponible partout au Québec, donc vous pouvez en parler avec votre neurologue si vous êtes intéressé. Ce médicament-là va agir principalement sur l'inflammation. On pense donc en agissant sur l'inflammation, on pense qu'on va réduire l'évolution, en fait, ralentir l'évolution de la maladie. Un des points importants, c'est qu'il faut être au début de sa maladie, donc à moins de 18 mois du début des symptômes pour participer à cette étude-là. Donc, c'est à garder en tête. Puis c'est seulement un médicament, une pilule. Donc, c'est intéressant aussi. Donc, c'est une étude qui est assez avancée. Là, on parle de phase 2B3. Donc, comme c'est mentionné, là,
on rentre dans les détails, les lettres A, B, C, mais je ne pense pas que c'est important. Mais bref, c'est une étude là, avancée où on va évaluer l'efficacité du médicament. Une autre étude, en fait, qui est intéressante, je pense que vous pourriez participer, est Capture ALS. C'est pour ceux qui sont intéressés, bien sûr. En fait, ici, on parle plus d'une étude observationnelle. Donc, en fait, on récolte des données le plus possible chez les patients pour aider la recherche. Donc, les patients qui sont intéressés, c'est des grandes rencontres. Là, on parle de plusieurs heures de rencontres, plusieurs fois dans l'année, mais ça va vraiment donner beaucoup de données aux chercheurs. On parle de données d'imagerie, donc habituellement, il faut passer des IRM, plusieurs IRM, des prises de sang, des données cliniques. Donc, ils sont toutes récoltées ensemble, combinées à travers différents centres au Canada et rendu disponible pour les chercheurs, pour ceux qui en font la demande, soit des échantillons ou les données cliniques, pour vraiment avancer de plus en plus à la recherche. Donc, comme vous avez vu, il y a plusieurs autres essais cliniques. Ça devient un peu long de vous parler de chacune d'eux. Mais je voulais vous parler aussi peut-être d'une nouvelle médication qui n'est pas en essai clinique au Canada, mais ça se peut que vous avez entendu parler, qui est un peu un sujet chaud au Canada, qui est la molécule Prime C. Donc, c'est un médicament, en fait, qui est une combinaison de deux médicaments qui sont déjà bien disponibles au Québec et au Canada, qui est un antibiotique, le ciprofloxacine, et le celecoxib, qui est un anti-inflammatoire, qui ont été étudiés, en fait, dans la SLA. Il y a une étude qui n'est pas publiée officiellement, à ma connaissance encore, mais qui a été présentée à différents congrès, qui montre quand même des résultats assez intéressants. Là, on parle d'un ralentissement de plusieurs points à l'échelle qu'on utilise en SLA, qui même dépasse là, beaucoup d'études des médicaments qui sont déjà utilisés, dont le Riluzole, le Tofersen. Là, si on se fie juste à cette étude-là, là, c'est encore meilleur que toutes ces molécules-là. Donc, en fait, la compagnie est en train de vouloir le rendre disponible au Canada pendant qu'ils vont faire des essais cliniques aux États-Unis. Donc, ça se peut que vous en entendez parler prochainement. Je pense, à ma connaissance, que les nouvelles par rapport à Santé Canada devraient être données à l'automne, à savoir si le médicament est approuvé ou non. Puis, il devrait être rendu disponible relativement rapidement s'il est approuvé par Santé Canada. Donc, ça se peut que vous en entendiez parler dans les prochains mois. Donc, en fait, ça conclut un peu la première section là, sur les essais cliniques. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions avant que je parle du Tofersen. Merci beaucoup, Vincent. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Puis on peut y revenir par la suite, hein. Il n'y a pas de. Si vous avez des questions qui viennent en tête dans la période de questions générales, il n'y a pas de souci. Il y a une question dans le chat, Richard. Oui, OK. Donc, c'est relié à la protéine SOD. Ubiquitous, I have two questions. First, will you quantitatively measure the global changes in SOD protein? And second, due to aggregation propensity, are you expecting decreased expression or increased expression of SOD1 protein? Je suppose qu'on parle spécifiquement ici pour Tofersen. Je vais aborder le sujet dans quelques instants, mais je peux y répondre. Je ne suis pas sûr que j'ai compris la première partie, là, mais chez les patients, en fait, au niveau clinique, là, on ne dose pas la protéine SOD1. C'est purement dans les essais cliniques qui ont fait ça. Donc, chez les patients en clinique, on ne le fait pas. On dose le NFL. Mais ce n'est pas disponible de manière commerciale là, pour évaluer SOD1. Ceci étant dit, on s'attend à ce qu'il y ait une baisse de la quantité d'SOD1 dans le liquide céphalorachidien. Donc, quand on fait une ponction lombaire, le liquide qu'on récolte. Mais je ne pense pas qu'il y ait des évidences directes qu'il y a une baisse de l'agrégation de SOD1 chez les patients traités à Tofersen. À ma connaissance, là, on sait que ça diminue, mais je ne pense pas qu'on ait les données. Là. On s'entend qu'il faut faire une autopsie là, pour voir s'il y a une baisse d'ADRA au niveau des motoneurones. Donc, c'est après le décès, mais donc c'est le seul moyen, c'est ça l'utilité d'un biomarqueur, c'est d'aller voir de manière non invasive à quel point le traitement est efficace. Donc, on dose le protéine SOD1 dans le liquide. Merci beaucoup. Bon, je vais prendre la prochaine question. C'est, avez-vous des données sur l'essai d'arifenacine? Donc, la darifenacine,
c'est une approche que nous, on a développée dans le laboratoire qui, contrairement à la majorité des cibles thérapeutiques, on va cibler le contact entre les axones et les muscles pour le consolider, pour maintenir la fonction des muscles, donc limiter la perte de mouvement et limiter la présence de la paralysie. L'étude est en cours. Le recrutement est en cours, donc elle se déroule principalement à McGill ou à MNI. Dr. Oliver Blanchard est le PI principal et on va ouvrir un deuxième site dans les prochaines semaines. Le paperwork est complété à Ottawa. Donc, c'est en cours. Vous pouvez contacter les cliniques ou si vous voulez, contacter moi, puis je vous donnerai l'information pour l'accès. Et contactez votre médecin, contactez la clinique. Le recrutement est en cours. On est en train de processer les différentes informations au cours de l'étude. Donc, on n'a pas d'informations encore, mais j'espère d'ici un an, on aurait une espèce de données à mi-étude qu'on pourrait avoir. Une question Oups. Bon, j'ai perdu. Bougez pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, bon, voilà, je viens de me retrouver. Comment fait-on pour participer aux recherches cliniques? Donc, question très, très pertinente et Oui. Donc, habituellement, le meilleur moyen, la première étape, c'est d'en parler à votre neurologue traitant. Si vous êtes dans des centres universitaires, que ce soit le CHUM, MNI, Québec, habituellement, il y a un neurologue dans l'équipe qui est plus attribué aux essais cliniques ou qui dirige davantage les essais cliniques. Donc, votre neurologue va pouvoir vous référer à cette équipe-là. Si je prends l'exemple de Québec, par exemple, moi, un patient qui veut participer à des projets, des essais cliniques, je le réfère donc à Dr. Annie Dionne, qui est en charge davantage des essais cliniques. Et elle va en fait, c'est l'équipe d'infirmières habituellement de ce projet-là qui va vous rencontrer d'abord. Cette équipe-là va vérifier si vous êtes éligible à l'étude. Donc, il y a certains critères, comme j'ai mentionné lui tantôt, d'être moins de 18 mois du début des symptômes pour faire partie. Il y a différents autres critères, des fois la fonction pulmonaire, des choses comme ça. Donc, il vérifie si vous êtes éligible. Puis après ça, si vous êtes éligible et vous êtes d'accord, vous êtes inclus dans les essais cliniques. Donc, habituellement, c'est ça. Si vous êtes en dehors des centres universitaires, encore là, c'est un peu le même moyen. Votre neurologue devrait vous référer aux centres universitaires là, qui font les projets de recherche. C'est le meilleur moyen. parfait. Donc, il y avait une question. J'ai de la misère à voir mes questions, mais mon chat se réorganise. Bougez pas. Ah oui, donc une question de M. Parsigno concernant SLA versus les recherches cliniques sur la SLP, donc les formes. Ouais. Oui, c'est une bonne question. Je dirais que la majorité des essais cliniques incluent seulement les patients dans le fond, qui ont tous les critères d'une SLA. Donc, habituellement, les patients SLP, la majorité sont exclus. Il y en a certaines études qui sont incluses, mais là, je ne serais pas capable de vous dire spécifiquement lesquelles. Puis c'est ça, la question qui tue, c'est pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas inclus? Oui, ça, c'est une grande question. On a fait plusieurs, tu sais, l'histoire de la SLA est peut-être la raison de la réponse à cette question. En fait, on a des fois eu tendance à inclure beaucoup de patients dans les essais cliniques, beaucoup de patients différents. Tu sais, on s'est rendu compte que la maladie est très différente d'une personne à l'autre. Puis, il y a peut-être des mécanismes de la maladie qui sont différents chez les gens atteints de la SLP et de la SLA. Et en élargissant les critères comme ça, souvent, on se ramasse à avoir des études qui ne sont pas efficaces, qui ne sont pas prouvées efficaces parce que les patients sont trop différents, puis on a de la misère à prouver que les médicaments fonctionnent. Et
avec le temps, on s'est rendu compte que, tu sais, vraiment d'avoir le plus possible des patients qui se ressemblent d'un à l'autre, donc qui ont une SLA similaire, c'est là qu'on va démontrer une efficacité parce que il va y avoir moins de variabilité dans les résultats et donc ça favorise de prouver qu'un médicament marche. Donc, je pense que c'est peut-être une des raisons, là. On ne connaît pas bien pourquoi la SLP est différente de la SLA, mais souvent, là, en essai clinique, on essaie de séparer les patients pour cette raison. Puis peut-être du point de vue recherche, là, je sais pas, Chantal et Christine, si vous voulez compléter, mais euh, pour nous, c'est difficile à l'étudier parce qu'il n'y a pas vraiment de modèle qui nous permettent de l'étudier directement et qui la distingue vraiment sur la SLA. Donc, on est un peu démunis en termes de possibilités, à ma connaissance. Donc, c'est malheureusement une situation qui vous favorise pas, là. Je sais pas si Christine, Chantal, I'm not aware of any models really that we can really address what's happening with SLP and trying to make a difference with with ALS. I don't think so, right? So, I'm not aware of any. yeah. Donc, Je- on est un peu dans un terrain très pauvre, Ex- malheureusement. Except iPS-derived motor neurons from Mhm. primary PLS patients would be a possibility, but as far Mm. as like a mouse model, I'm not aware of Yeah. SLP model. Je peux mentionner que l'étude Capture, en tout cas, a recruté des patients avec SLP. Donc, il y a quand même des études observationnelles qui sont ouvertes à ce phénotype-là qui sort un peu de ce qu'on voit dans la SLA. Donc, il y a quand même un intérêt pour la recherche pour mieux en comprendre, mais les données sont encore très préliminaires. Merci, excellent point. Donc, j'espère que ça répond en partie à votre question. J'avance. Monsieur Raymond, une question pour Carl Sudi, avec des antécédents cardiaques, une pneumopathie interstitielle. Donc, est-ce que c'est un profil qui lui permettrait d'accéder à l'accès sur Carl Sudi? Est-ce qu'on peut répondre? Bonne question. A priori, je n'ai pas de contre-indication, je crois, pour le Qalsody. Vu que c'est une médication qui. Vu-tu, Richard, qu'on commence à parler du Qalsody, à la limite, je vais tout expliquer ça. Je peux commencer mes slides. Avais-tu Mais d'autres peut-être, questions? attends, juste peut-être, il y Mais- a d'autres questions sur OK. les essais cliniques. OK. Puis peut-être à ce Je vais y moment-là, M. revenir sur Raymond, ça, gardez mais votre question en ouais. tête et puis si ça n'a pas été répondu dans la présentation de Vincent, on pourra revenir. Il y a Parfait. une question de Mme Quinn Mathieu, patient SLA bulbaire, qui prend Riluzole et Radicava. Est-ce que ça il pourrait prendre le fameux Prime C? Euh, Est-ce que en parler au neurologue? Dans ce cas-ci, qui serait Dr. Matt. Oui, mais certainement. Comme je l'ai dit, par contre, il n'est pas encore disponible. On n'a pas non plus, en tant que neurologue, on ne peut pas vous suggérer, on n'a pas assez d'évidence scientifique pour vous dire de prendre ces deux médicaments-là de manière isolée encore. Donc, je pense qu'il va falloir vraiment attendre une fois que Santé Canada va l'approuver et même probablement des essais cliniques plus de phase 3. Mais oui, a priori, je me souviens plus des antécédents que vous aviez mentionnés, là, mais a priori, je ne vois pas pourquoi ça serait une contre-indication. OK. Et peut-être une dernière question, puis je pense que après ça, on pourra passer à Quartzody. C'est relié de Madame Sangai au Manitoba. Bienvenue parmi nous. Par rapport aux biomarqueurs, les nouveaux biomarqueurs développés, donc oui, on en a, nous, où on cible les biomarqueurs de ce contact nerf-muscle parce que c'est un site très dynamique qui change très tôt dans la maladie. Donc, on pense que c'est une bonne source de biomarqueurs. Vous faites référence à un autre qui a été développé par Dr. Benatar, donc qui est un excellent laboratoire, ou du moins identifié comme potentiel, le CA3 carbonic anhydrase. Oui, écoutez, c'est un volet de recherche qui est extrêmement dynamique et extrêmement important présentement. Il y a énormément de recherches de poussées de plusieurs laboratoires avec différentes approches pour identifier les nouveaux biomarqueurs. Comme Vincent a bien indiqué, c'est la clé de voûte. Et ça nous prend les biomarqueurs
Et avec ça, le diagnostic, le suivi des traitements, plein d'avantages sur l'accessibilité à ces biomarqueurs-là. Et il y a plusieurs poussées qui se font. D'avoir une bonne idée sur un biomarqueur, c'est probablement la partie la plus facile. La plus difficile, c'est vraiment de le valider comme biomarqueur. Et ça va prendre du temps. Ça va prendre de nombreuses études, ça va prendre de nombreux patients. Par exemple, les neurofilaments, c'est sur la table à dessin depuis très longtemps. Donc, il faut être un peu patient, mais ça va venir quand même assez vite parce que c'est une urgence et les organismes de financement le mettent en priorité. Plein de programmes de financement qui le supportent, tout ça. Donc, restez à l'affût, il y a des choses qui vont bouger dans les prochaines années, c'est certain. Donc, si ça vous va, moi, je passerai à la prochaine étape et on va revenir sur Quartzody. Si vous avez d'autres questions sur les essais cliniques, on pourra revenir dans la partie générale. Donc, je te retourne la parole, Vincent. Merci. Excellent, merci Richard. Donc, la section qui se dit va être quand même un peu plus courte. C'est ça, c'était Dr. Genge qui était supposé vous faire cette présentation-là, ben, pas celle-là précisément, mais cette update-là sur Tofersen. Fait qu'en fait, bon, une introduction sur Tofersen d'abord, auquel se dit. C'est un médicament qui est ce qu'on appelle un antisense oligonucléotide. Donc, c'est un gros mot pour dire que c'est une petite séquence d'ADN, en fait, qui va aller lier une séquence d'un gène, le gène qui produit la protéine SOD1, qui va aller dégrader, en fait, l'ARN messager pour empêcher la protéine de s'accumuler. Donc, en fait, c'est compliqué tout ça, mais dans la forme familiale de SLA qui est due à une mutation SOD1, donc chez ceux qui ont le gène malade, qui est une fraction des patients SLA, ces gens-là ont une accumulation de la protéine SOD1 dans leurs neurones moteurs, donc leurs neurones qui contrôlent les muscles et qui meurent dans la maladie. Et on pense qu'aller diminuer cette accumulation de protéines-là est bénéfique pour les neurones et que les neurones survivent plus longtemps. Donc, en fait, c'est ça. Ce médicament-là, vraiment, comme j'ai mentionné, baisse les niveaux de SOD1 et a été démontré dans un... Je vais vous parler un peu, je pense que j'ai des diapositives sur les résultats, mais que ça ralentissait la maladie, ça ralentissait la progression moteur, ça ralentissait l'atteinte respiratoire et ça prolongeait donc l'espérance de vie. On en avait probablement parlé là, de mémoire au dernier Q&A, mais ça n'avait pas à ce moment-là été encore approuvé par Santé Canada. Ça a été approuvé par Santé Canada donc en mars dernier. Donc, c'est disponible au Canada pour les patients SLA. Ça l'était avant par ce qu'on appelle un programme d'accès spécial. Là, en ce moment, c'est un peu en transition et c'est un peu compliqué, mais ces patients-là, on va parler de qui peut le recevoir, mais il y a possibilité de le recevoir par la compagnie directement, qui a un programme d'accès, avant que ça soit approuvé et remboursé par l'INES au Québec ou par d'autres organismes dans le reste du Canada. C'est en évaluation là, par ici l'INES. Je pense qu'on allait peut-être avoir un update aussi sur ça plus tard. Donc, c'est principalement ça. Donc, comment qu'on donne le Tofersen? Comme j'ai mentionné plus tôt, ça se donne par ponction lombaire. Donc, ça, c'est un élément très particulier et très important à mentionner. Ça ne se donne pas par la bouche. Donc, en fait, c'est des injections par ponction lombaire aux 2 semaines pendant 1 mois. Donc, on a une ponction lombaire, une prochaine 2 semaines plus tard, une prochaine 1 mois après le début et après ça, c'est à chaque mois. Donc, c'est une mobilisation à l'hôpital. En tout cas, à Québec, puis je pense que c'est la même chose à Montréal, ça se donne seulement à l'hôpital, donc ça ne peut pas se donner ailleurs. Donc, vous avez besoin quand même d'être capable de vous déplacer légèrement et mensuellement. Les effets secondaires et les risques sont quand même présents de cette médication-là, c'est-à-dire que ça peut
donner des maux de tête en lien avec la ponction lombaire et ça peut faire quand même plusieurs réactions d'inflammation dans votre liquide, donc où qu'on injecte la ponction lombaire. Et ça peut faire des complications comme parfois de l'hypertension intracrânienne, donc la pression monte parce qu'il y a comme trop de liquide. Habituellement, c'est des choses qu'on est capable de traiter quand même. Ce pas des choses qui vont être très graves habituellement. Ça peut faire une inflammation au niveau des nerfs aussi et donc parfois créer de la douleur au niveau du dos, des chocs électriques dans les jambes. Donc, c'est pas banal. Ça reste des chiffres qui sont très petits. Là, on parle de quelques fractions, quelques pourcentages seulement sur 100%, sur 100 patients, donc quelques patients, mais c'est quand même non négligeable. On pense quand même que chez les patients qui ont une mutation SOD1, qui a une efficacité réelle de ralentir la maladie et c'est quelque chose de vraiment unique. Là. Et même, il y a même des patients qui ont noté une stabilisation et même une amélioration avec la médication, ce qui est vraiment unique pour la SLA. Donc, ça, c'est pas particulièrement important que vous voyez les tableaux et que vous les lisiez, mais je voulais mentionner que c'est ça, il y a un impact sur les biomarqueurs qu'on a mentionnés, donc le NFL qui marque la mort des neurones, un impact sur l'accumulation de la protéine SOD1, ça a un impact sur l'évolution de la maladie, un impact sur la capacité pulmonaire des patients et sur aussi la probabilité d'avoir une ventilation, donc un BiPAP. Et ça, c'est juste des données de l'étude initiale et l'extension de l'étude. Donc, qui peut recevoir le tofersen? J'ai mentionné ici les gens qui ont une mutation SOD1. C'est des rares cas. Ici à Québec, récemment, on a eu un cas avec la mutation, mais c'est très rare. À Montréal, il y en a quelques-uns. Je pense par contre que si personnellement, comme patient, vous n'avez jamais eu de test génétique, les recommandations canadiennes qui ont été écrites il y a quelques années suggèrent qu'on devrait avoir des tests génétiques chez tous nos patients maintenant à cause de ce traitement-là, entre autres. Ça peut changer vraiment leur évolution. Donc, moi, personnellement, comme neurologue et Dr. Dupré aussi à Québec, je sais qu'il fait la même chose. On teste tous nos patients pour s'assurer qu'ils n'ont pas cette mutation. Donc, c'est ça. C'est un médicament qui a beaucoup de possibilités, mais ça reste que c'est seulement une fraction de vous dans l'audience qui pourrait probablement bénéficier de cette médication. Un gros merci, Vincent. Donc, il y a quelques questions directement reliées à tofersen Quartzidi. M. Raymond, est-ce que Quartzidi, si je prends Quartzidi, est-ce que ça annule Riluzole et Radicava? Des très bonnes questions. En fait, tous les médicaments SLA ne sont pas mutuellement exclusifs, donc on peut prendre tous les médicaments qui sont disponibles si on est éligible. Donc, on peut continuer Riluzole, on peut continuer Daravone, même si on commence tofersen. OK, super. Et c'est pas directement relié à tofersen, mais bonjour Jean-Pierre, Dr. Canuel. Demande s'il y a des détails sur les doses de Cipro et la combinaison de Prime-C, sur le détail sur les doses de cette combinaison-là. Écoute, c'est une excellente question. Je ne suis pas au courant s'il y a différentes doses. Je sais que dans l'étude, il y a une dose spécifique qu'ils ont essayé, mais je ne sais pas si les autres membres du panel ont une réponse à ça avec une Prime-C. Je ne sais pas s'il y a différentes doses. Non, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a une dose précise, là, mais... Ouais. C'est toujours l'aspect, le défi, hein. C'est une combinaison, c'est un combo. Donc, c'est toucher la balance entre les deux. Donc, je ne sais pas comment ils sont arrivés à cet équilibre-là entre les deux. Ça, je ne suis pas au courant. OK. Peut-être celle-là, M. Fouquet, je garderai votre question pour les questions générales par rapport au CRISPR. J'essaie de voir s'il y a d'autres choses. Donc, moi, je ne vois pas d'autres questions.
relié aux essais cliniques. There's just a question Chantel. on the delivery of tofersen, and whether or not there are advances to come up with other delivery methods to escape the liver. Yeah. Yeah. So maybe, do you know of anything? C'est une bonne question. J'ai l'impression que probablement il doit y avoir de la recherche fondamentale qui se fait sur ça, sur d'autres moyens. Tu sais, les ASO, par contre, sont des médications qui habituellement se font dégrader assez rapidement quand elles sont systémiques. Donc, le fait que c'est injecté intratécal a un gros avantage comme ça. J'ai pas l'impression que la compagnie va, pour l'instant, en tout cas, essayer une forme par la bouche. Je ne crois pas que ça fonctionnerait de un pour la dégradation, de deux pour la pénétrance du système nerveux central, puis le fait que le médicament, il faut qu'il se rende aux neurones directement pour agir. Je ne crois pas qu'il y aurait autant d'efficacité si on le donne par la bouche. Donc, je ne suis pas au courant qu'il y a des études là, fondamentales probablement, mais cliniques, je pense. Merci. Et il y a donc, je prendrai peut-être la dernière question sur l'essai clinique, puis après ça, on passera sur pardon, les impacts environnementaux. Monsieur Michaud qui parle de la recherche de Lawrence Zinman à Toronto sur l'administration de médicaments contrôlés ou targetés, ciblés par l'utilisation d'ultrasons. Donc, est-ce que il y a une possibilité de participer à cette étude clinique-là et on peut avoir un peu d'informations? Je ne sais pas si vous en avez. Moi, je ne connais pas bien l'étude, je l'ai déjà entendu. Je pense que c'est une étude qui se fait seulement probablement dans un centre au Canada, là, probablement juste à Toronto avec Ouais. donc, tu sais, la participation, toujours théoriquement possible, pratiquement peut-être un peu complexe. Quand c'est dans des centres comme ça dépend si vous êtes à Montréal, c'est plus proche, là, mais théoriquement, si vous êtes hautement intéressé, bien que je n'ai pas d'informations, je ne sais pas si les autres en ont, là, mais des références qui sont toujours possibles. Mais ça implique des déplacements, etc. Je ne sais pas si Christine ou Chantel, vous connaissez cette étude-là. Ma perception, c'est que c'est une étude avec une toute petite quantité de patients, là, vraiment à l'état de première avancée. Donc, on est vraiment loin là, du protocole qu'on peut établir sur plusieurs sites en même temps. Puis, mais il reste que c'est quand même une nouvelle technologie là, qui est intéressante pour les maladies neurodégénératives. Donc, probablement que cette technologie-là va se disséminer davantage, puis éventuellement, les essais cliniques pourront s'élargir un peu, mais pas à court terme. Et en fait, la compréhension, quand j'ai vu leur présentation, ils font ça requiert des appareils de résonance magnétique. Donc, c'est l'accessibilité est difficile, etc., etc. D'où l'aspect, ce que Vincent référait au début dans sa présentation pour les essais cliniques, c'est vraiment une phase 1, comme le Dr. Dupré disait, quelques patients, etc. Mais je sais qu'également, en termes expérimentaux, ils sont en train de développer un casque qui permettrait de remplacer la grosse machinerie d'imagerie clinique et avoir le même effet. Mais ça, c'est vraiment un développement expérimental. Je ne sais pas où ils en sont. Et on est loin, encore une fois, de mettre ça en clinique. Donc, si ça vous va, moi, je passerai au troisième créneau qui touche l'effet de l'environnement, de l'impact environnemental. Ça l'a marqué beaucoup dans les dernières semaines. Il y a eu beaucoup de réactions de publicité suite à la situation que l'on connaît en Estrie. Donc, ce qu'on pensait vous faire ce soir, du point de vue recherche, on n'a pas de réponse à vous donner. On ne comprend pas ce que c'est, on ne comprend pas ce qui se passe encore. Donc, ce que Dr. Sephton va faire, Chantal Sephton va faire, c'est de vous présenter comment
les impacts environnementaux peuvent agir sur les neurones, les cellules pour les rendre plus malades. Et on a la chance d'avoir Dr. Généreux qui va nous donner un aperçu de ce qui se passe en santé publique dans ce genre d'approche-là. Donc, pour vous donner de l'information et on espère aussi essayer de diminuer un peu les inquiétudes qu'il y aura derrière ça. Donc, Chantelle, je te passe la parole. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, attendez. Et je vais vous envoyer aussi l'information sur les rapports sur les cas de SLA qui étaient trouvés dans les Eastern Townships. Alors, juste de donner un peu d'informations, il avait entre 2012 et 2024 à peu près de 20 cas de SLA dans cette région. Et on ne sait pas vraiment la cause de SLA sur les personnes qui ont reçu la diagnostic. Alors, je vais juste vous donner un peu de perspective, les choses qu'on sait qui sont les risques dans le SLA. Alors, j'essaie d'avancer mes diapos. Comme vous savez, on ne sait pas vraiment la cause de SLA, sauf on sait qu'il y a des gènes qui sont impliqués dans la maladie, les gènes qui sont dans les familles, qui sont génétiques, les cas génétiques. Mais il y a aussi des risques environnementaux et aussi, ça dépend l'âge de personnes, mais avant l'âge de 65 années, les mâles sont plus à la risque d'avoir cette diagnostic de maladie. Mais il y a aussi des risques environnementaux, ce qu'on parlait de ce soir. Alors, on ne sait pas vraiment les risques dans notre vie qui peuvent devenir dans une diagnostic de SLA, mais on sait les jeunes qui sont dans le militaire ou les policiers ou les jeunes qui ont un travail dans cet espace, il peut avoir un plus de risque d'avoir un diagnostic de SLA. Même si on a une blessure sur la tête, il y a un risque là-dessus aussi. Il y a plusieurs risques. Les gens qui font des exercices très exigeants peuvent avoir un risque plus haut, mais aussi il y a des toxiques, des chimiques qui peuvent donner des diagnostics ou ça peut devenir très grave sur les personnes aussi. Il y a aussi les virus. Les gens qui sont infectés par les virus peuvent avoir les symptômes similaires de la SLA et aussi des risques comme les fumeurs peuvent avoir un risque plus haut d'avoir un diagnostic de SLA. Alors, surtout, ce sont des classifications des risques environnementaux qui peuvent augmenter le risque d'avoir cette maladie. Alors, c'est quoi l'effet de les choses environnementales? Mais c'est ça ce qu'on essaie de trouver la réponse dans les recherches fondamentales. C'est surtout au niveau cellulaire. Alors, on sait très, très bien que les motoneurones sont affectés dans cette maladie. Nous avons les motoneurones dans le cortex, mais aussi les motoneurones dans la moelle épinière. Et c'est tous les motoneurones qui sont affectés, mais il y a aussi des cellules qui donnent les molécules supportives des motoneurones peuvent être aussi affectés dans cette maladie, comme les cellules, comme les astrocytes, les microglies, mais aussi les choses environnementales peuvent avoir un effet dans les cellules
dans les périphériques, dans le système central périphérique, pardon. Alors, dans les recherches fondamentales, les effets peuvent avoir sur les cellules, c'est les stress oxydatifs. Ça peut diminuer la fonction des cellules, des motoneurones, mais il y a plusieurs choses qui peuvent avoir un effet sur les mitochondries. Les mitochondries donnent l'énergie dans chaque cellule dans notre corps. Alors, les choses environnementales peuvent avoir un effet sur cet aspect aussi. Mais il y a plusieurs choses au niveau cellulaire. Les choses environnementales peuvent avoir un effet. Ça peut diminuer la fonction de notre cellule. Alors, dans le laboratoire, c'est pas toujours facile dans l'environnement réel, dans notre vie réelle, de savoir c'est quoi les choses que j'étais en contact avec d'avoir cette maladie. Ce n'est pas une possibilité des fois de vraiment savoir c'est quoi la cause de cette maladie, mais dans le laboratoire, nous avons des façons d'étudier des toxines, des produits chimiques qui peuvent avoir un effet sur notre cellule. Alors, j'espère que la traduction n'était pas trop pire et mon français non plus, mais je vais arrêter là si vous avez des questions ou si Christine veut ajouter des choses. Merci, Chantal. Mais ton français est excellent, c'est vraiment cool. Oui, c'est très impressionnant. That's really nice. The bar has been set to a new level. Yeah, Christine, it's a Pour challenge moi, now. pour moi. Il y a quelques mots que je ne connais pas. C'est un bon résumé. I would just add en anglais for everybody. I would just add that there's a very large study at the University of Michigan that is currently underway that is really aiming to try to understand what are, at a deeper level, what are some of the environmental components that might be contributing to ALS. And this is something that takes a long time. It's a very large study. We have some hopes that there might be an opportunity to extend that work, at least to the Toronto area, because they share the Great Lakes, so Detroit and then across the water. And so this idea of trying to understand the exosomes, so the things that people might be exposed to that might lead to an increased risk of developing ALS. And you have to remember these studies are long and they're tricky because we are human. And so sometimes we forget maybe some of the things that we may have been exposed to in the course of our lives. And, and it's also hard to anticipate if you had some subtle flu 20 years ago, if that's actually having some direct effect on whether or not you develop it. I use that very loosely, that example. But anyways, there are big studies this big study out of Michigan is very well funded, and I'm excited for it personally because I think it's something that we desperately need in the field, is to understand better what are the environmental components that contribute. So, Merci, Christine. Et je pense un point important, Christine l'a mentionné, c'est le risk factor. Donc, est-ce que l'environnement va causer la SLA? Peut-être, probablement pas, mais par contre, va augmenter le risque. Mais quel est l'élément? Et ce qui est un gros défi, c'est qu'on va porter attention aux éléments qui nous inquiètent. Par exemple, les lignes à haute tension ou les cyanobactéries ou whatever. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres événements qui sont tout aussi significatifs, mais on les ignore parce qu'on ne sait pas c'est lesquels? Donc, le genre d'études dont Christine parle est extrêmement importante pour vraiment avoir une donnée objective, très claire sur l'évolution et les facteurs donc exogènes à l'extérieur de nous, donc qui font pas partie de nous-mêmes. Et ça, ces études-là sont en cours. Donc, merci Chantal pour le. Donc, ce que je vous propose, c'est que je passerai la parole tout de suite au docteur Généreux et on pourra par la suite ouvrir la période de questions et lancer sur les questions générales par la suite. Donc, docteur Généreux, je vous passe la parole et encore merci d'être ici. Ça fait plus que plaisir. Eh bien, je n'ai pas préparé de présentation.
je veux plus un peu vous raconter comment cette histoire-là est arrivée là, pour mettre les pendules à l'heure, puis où est-ce qu'on est rendu dans nos travaux. Puis évidemment, je pense que ça va être plus de garder du temps pour répondre à vos questions. Dans le fond, tout ça a commencé, comme vous savez, il n'y a pas de registre de SLA au Québec ni dans plusieurs pays d'ailleurs. Donc, nous, on n'aurait pas pu en santé publique repérer ça comme ça. Par exemple, on peut avoir certains types de cancers où on aurait pu voir que là, il y a un excès dans un territoire donné, mais c'est impossible pour la SLA. Donc, c'est vraiment ben là, je peux dire, c'est Madame Dubois parce qu'elle s'est affichée dans les médias, puis elle a été très proactive, donc, dont son conjoint était décédé de la SLA récemment. Puis elle habite dans un des territoires de l'Estrie. Donc, il faut comprendre que c'est pas, pour le moment, en tout cas, c'est pas toute l'Estrie qui est ciblée pour notre enquête, mais vraiment ce qu'on appelle le Val-Saint-François, qui est un des 9 territoires de l'Estrie, une des 9 MRC, autrement dit, qui est un petit peu juste au nord de Sherbrooke, là, si on peut voir un petit peu entre Sherbrooke puis Drummondville, si on veut. Donc, Madame Dubois, elle, qui habitait dans ce secteur-là, ben, à force de faire des activités de financement, puis de parler avec les gens de son quartier ou des villes et villages à proximité, elle s'est rendue compte qu'il y avait quand même plusieurs cas. En tout cas, elle avait l'impression qu'il y avait plusieurs cas de SLA récents ou dans les années passées. Puis, il y a, je pense que tantôt, vous parliez de docteur Genge, donc son conjoint était suivi par elle à Montréal. Et elle a dit, ah oui, un autre cas de l'Estrie. Donc, ça, elle a un peu laissé sous-entendre qu'elle avait l'impression, elle aussi, qu'il y avait un petit peu plus de cas en Estrie. Donc, tout ça ensemble, c'est en novembre ou peut-être fin novembre, début décembre, là, que Mme Dubois nous a contactés en santé publique, puis elle a fait ce qu'on appelle un signalement. Je dis ça parce que tout le monde est autorisé à nous faire un signalement. Un peu, des fois, on entend plus ce mot-là pour la DPJ, la protection de la jeunesse, mais pour la santé publique, les gens, quand ils voient qu'il y a un problème semble anormalement concentré dans le temps et dans l'espace, un problème de santé rare qui là, semble toucher plusieurs personnes, ben, les gens peuvent nous le signaler. Puis là, ben, nous, depuis ce temps-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la liste de Mme Dubois. Comme je vous dis, on n'a pas de registre. Donc, là, on est vraiment parti pour chacun de ces noms, puis on est allé voir, nous, dans les dossiers médicaux pour voir si c'était vraiment des diagnostics de SLA. Tantôt, on parlait de sclérose latérale primaire. Ben, il est arrivé à quelques reprises que finalement, c'était plus ça ou d'autres maladies du motoneurone. Donc, ça, nous, là, on s'est dit qu'on allait dans un premier temps mettre l'accent sur la SLA, là, un peu pour les mêmes raisons qui ont été évoquées tantôt, parce que la littérature est un peu plus spécifique par rapport à ça. Puis après ça, on a regardé les dates de diagnostic, les endroits où les gens vivaient. Puis là, on a vu qu'effectivement, ça semblait pas mal tout le temps dans le coin du Val-Saint-François. Donc, le Val-Saint-François, c'est Windsor qui est la ville-centre, mais c'est pas une très grande ville, là. Il y a quelques milliers de personnes qui habitent là. Puis sinon, il y a plusieurs autres petites villes autour. Donc, c'est toutes des villes qui ont un peu la caractéristique d'être assez rurales. Donc, beaucoup de milieux agricoles. On parle des contaminants, là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de d'épandage, entre autres, de pesticides, en tout cas probable, je dis c'est sûr, dans le sens pas là plus qu'ailleurs, mais on sait que plus on est dans un milieu rural, plus il y a des chances d'avoir d'épandage de pesticides. Donc, ça, c'est une caractéristique. Puis une autre caractéristique, c'est, en fait, il y en a peut-être trois là, qui distinguent ce territoire-là, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'eau. Donc, il y a la rivière Saint-François d'où part, qui arrive de Sherbrooke. Donc, Windsor passe là. Puis après ça, on va avoir Richmond un petit peu plus loin, Alberton, donc une couple de villes qui passent par là. Puis il y a aussi certains lacs, dont le petit lac Saint-François. J'y reviendrai tantôt. Donc, les gens habitent souvent sur le bord des plans d'eau, soit la rivière ou les lacs dans ce coin-là. Les gens s'achètent une maison justement pour pouvoir être près de l'eau. Puis une autre caractéristique, c'est l'usine de pâte à papier. Elle s'appelle Domtar, là, pour ne pas la nommer, parce que c'est pas un secret, c'est bien connu. Les usines de pâte à papier ont tendance, évidemment, à s'installer sur le bord des cours d'eau, des rivières, parce que ça fait partie de leur procédé. Ça aussi, ça avait été porté à notre attention. Donc, à peu près, là, si je peux résumer. Donc, tout ça pour dire qu'on a fait notre enquête pour dire est-ce qu'il semble avoir un excès de cas? Puis c'est pas évident. Ça, je vous dirais, là, je pourrais vous répondre à vos questions tantôt, mais on dit que c'est beaucoup 20. Effectivement, ça sonne beaucoup. Mais comment on fait pour dire que 20, c'est plus que ce qui est censé? C'est quoi qui est censé être observé? Puis c'est là que c'est un peu plus compliqué. Comment je peux être concise et complète en même temps? C'est pas évident. On s'est dit, bon, c'est quoi le taux de référence? À quoi on s'attend dans une population habituelle? Puis comme je vous dis, déjà ça, c'est pas si évident parce qu'il n'y a pas de registre, donc c'est pas de maladie si bien quantifiée en termes de fréquence. Mais la plupart des études s'entendent pour dire qu'on est autour normalement pour chaque 100 000 personnes qui habitent à quelque part, à chaque année, on s'attend à avoir 2 nouveaux cas par année.
2 nouvelles personnes qui reçoivent un diagnostic de SLA par tranche de 100 000 habitants. Ça, c'est à peu près ce qui est attendu. Ça varie un petit peu selon les études, mais c'est à peu près notre point de référence. Donc, nous, on s'est dit, est-ce qu'à 20 cas, quand je dis 20 cas, là, c'est de 2012 à aujourd'hui. Je peux vous expliquer pourquoi on n'est pas allé en arrière, mais ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas. Mais de 2012 à aujourd'hui, 20 cas sur une population, là, le Val-Saint-François, qui a à peu près 30 000 habitants. Fait que si on fait une règle facile, c'est 30 000 habitants fois à peu près 13 ans, on était autour de, mon Dieu, j'avais les calculs par cœur, mais mettons à peu près 400 000 habitants en tout. Si vous comprenez, c'est à chaque année, il faut compter la somme des habitants. T'sais, à chaque année, les 30 000 personnes, il faut voir est-ce que on a eu un excès par rapport aux 2 nouveaux cas par 100 000. Donc, tout ça pour dire que vite, comme ça, il semblait avoir un léger excès, mais c'est pas si évident que ça. Après ça, j'ai plein de bémols parce que là-dedans, il y a des gens qui ont eu le diagnostic, mais c'est juste dans l'enfance qui ont habité dans le Val-Saint-François, donc ils n'habitaient plus au moment du diagnostic. Puis il y a des gens qui, finalement, en leur questionnaire, ben, c'est après avoir eu leur diagnostic qui ont décidé de déménager dans le Val. Donc, il y a plein de petits... Ou finalement, des gens qu'en questionnaire, ben, c'est pas tout à fait la SLA, il y avait encore des incertitudes ou c'est un autre diagnostic proche, mais pas celui-là. Fait que tout ça pour dire que ce qu'on a décidé, c'est qu'il y avait pour nous assez d'évidence qu'il fallait pousser plus loin l'enquête. Ça, on peut pas dire qu'avec ça, on est rassuré puis qu'on arrête d'en parler. Puis ce qu'on a fait dans un premier temps, là, ça s'est fait dans le dernier mois, c'est que sur la liste des 20 personnes qu'on avait identifiées depuis 2012 qui ont déjà habité dans le Val-Saint-François selon ce qu'on avait dans nos infos, dans nos dossiers cliniques, ben, j'ai un groupe d'étudiants en médecine qui ont contacté les gens. On a réussi quand même à parler à 17 personnes. Souvent, c'était plus les proches de personnes qui étaient décédées ou des fois aussi, on a pu parler aux personnes atteintes de SLA directement. Donc, vraiment, merci pour ceux qui ont contribué. Et sur les 20 qu'on aurait pu rejoindre, dans le fond, il y en a qu'on n'a pas rejoint, mais il y a aussi d'autres personnes, suite à notre sortie médiatique, qui nous ont contactés, qui nous ont dit, hey, ben moi, je ne sais pas si on est dans votre liste, mais ma mère, ma soeur, mon frère, peu importe, semble correspondre à votre définition. Donc, quand les gens nous contactaient, si ça semblait coïncider, ben, on les appelait aussi. Donc, tout ça pour dire qu'on est parti de 20 cas, puis on a pu en retrancher quelques-uns en parlant aux gens pour dire, finalement, vous ne rentrez pas trop dans la définition qu'on s'est donnée. Mais on a réussi à en capter des nouveaux, à peu près, on a retranché 3, retrouvé nouveaux. Fait qu'on reste quand même encore à 20 cas, finalement, à peu près. C'est notre démarche là, de médiatisation n'a pas nécessairement fait en sorte qu'on a trouvé 10-20 nouveaux cas. Ça, je voulais vous le dire quand même, là. On en retranche, on en trouve des nouveaux, mais tu sais, ça bouge plus beaucoup rendu là. Fait que j'ai pas l'impression qu'on va ça part. Puis là, je vous lance un peu l'appel aujourd'hui. Tu sais, si vous êtes au courant de gens, tu sais, nous, je peux pas divulguer évidemment la liste ici, c'est confidentiel, mais j'ai aucun problème à ce que vous m'écriviez melissa.généreux@sherbrooke.ca. Je pourrais le mettre dans la discussion. Il y a plein de gens qui le font tous les jours. Depuis 2 mois, j'ai des appels de gens ou tu sais, des messages. C'est bien correct de nous dire, ben, il me semble que moi, la personne que je connais correspond à peu près à vos critères. Donc, si vous voulez, vous pouvez nous le communiquer, puis on pourra rentrer en contact avec vous ou vous dire si ça fit ou pas. Puis peut-être dernière petite chose, lorsqu'on est en réflexion ces temps-ci, ben c'est sûr que le questionnaire qu'on a fait, on a questionné tous les aspects environnementaux. Mon groupe d'externes d'étudiants en médecine a super bien travaillé. Je peux pas vous divulguer tout de suite les résultats parce que on va présenter ça à un groupe d'experts. On voulait comme pas rester pris avec ça. Là. On est quand même une petite équipe pour vouloir être sûr que les conclusions, si on veut, soient prises pas juste par nous, la santé publique, mais avec des experts qui ont beaucoup plus travaillé sur la SLA puis les facteurs environnementaux que nous auparavant. Donc, on va leur présenter ça là, dans les prochains temps. Là, on est en train de constituer le groupe, mais je peux quand même vous dire d'entrée de jeu, comme on pensait, que le questionnaire ne nous a pas permis, là, si on avait détecté quelque chose de vraiment flagrant, là, un peu comme je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler en France, dans les Alpes françaises, là, récemment, ça avait été médiatisé que les chercheurs ont trouvé que tout le monde, tous les cas de SLA avaient consommé de la fausse morille, qui est une sorte de champignon sauvage qui n'est pas recommandé de manger. Puis bon, ça n'arrive pas souvent des affaires comme ça. Eux ont trouvé ce point commun-là, mais nous, je peux vous dire d'entrée de jeu qu'on n'a pas trouvé là, quelque chose d'évident qui était commun à tout le monde. Mais en même temps, on ne peut pas dire qu'il n'y avait rien du tout. Donc, encore une fois, ça nous donne un peu plus d'informations qu'on pourra partager. Donc, en gros, on travaille fort. On se pose plein de questions. On va s'entourer d'experts. Puis, ben, le reste, je vais répondre à vos questions, mais on prend ça quand même
pas mal au sérieux, là. Je vous dirais on n'est pas une grosse équipe, on est quelques personnes, mais avec les étudiants en médecine, tout ça, puis les experts qui nous entourent, je vous dirais qu'on commence à être pas pire au courant de la littérature, des enjeux, puis on commence à avoir des bons alignements, là, si on veut, en lien avec cette situation-là. Je vais arrêter de parler, mais je ne sais pas ce que vous voulez que Un gros je merci. dise. Non, en fait, c'est en plein ça. C'est de voir un peu les démarches. Pour l'instant, il n'y a rien qui sort, mais quelles sont les étapes, les experts, tout ça. Donc, c'est vraiment le contexte aussi. Donc, je pense que c'est extrêmement utile. Merci beaucoup. C'est vraiment très clair. Euh, OK, donc les questions viennent de rentrer. Il y avait Madame Delorme qui se demandait comment ajouter le nom d'une personne, mais je pense que vous avez donné l'information pour Madame Delorme. Euh, euh, OK, Ben, je vais donc juste répondre. Je vois oui, l'excès de cas, le 30 000. C'est ça que je veux dire, c'est parfait. que, Génial. Sur ouais, je le sur le vois. chat, parfait. Je vous laisse aller. Ben, c'est Ça ça, va être c'est plus facile. que effectivement, si on dit par année, tu dis ben, 30 000 personnes, voyons, vous avez 20 cas, mais là, les 20 cas ne sont pas sur une année, hein, sont répartis sur 2012, ben, je dis à 2025 parce qu'on a un cas là, qui est rentré plus récemment, donc avant on parlait de 2024, mais on continue s'il y a des nouveaux cas, évidemment, à les inclure. Donc, ça fait 13 ans en tout, là, tu sais, donc, à chaque année, sur 30 000 habitants, c'est comme si pour 30 000 habitants, on s'attendrait à avoir 100 000, c'est sur 3 ans. Donc, à chaque 3 ans, on s'attendrait pour la population à avoir 2 nouveaux cas, à peu près. Là. Si on veut dire ça comme ça, là, c'est très grossier comme approximation. Là, ce que je vous dis, c'est qu'on en a eu une vingtaine sur 13 ans. Donc, oui, c'est un petit peu. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, le 2 par 100 000, ben, pour une population qui n'a pas 100 000 habitants, ça prend 3 ans avant de s'attendre à avoir ce 2 pour 100 000-là. Donc là, nous, c'est une période de 13 ans. Donc, c'est normal là, qu'on ait plus que 2, 4, 6 cas. Vite, une petite règle de 3 comme ça, on aurait pu peut-être plus s'attendre sur 13 ans à avoir une dizaine de cas, tu sais, à peu près, là. Mais là, c'est ça l'affaire, c'est que moi, je ne peux pas travailler avec des à peu près. Vous comprenez, tu sais, la population a besoin d'avoir quelque chose de pas mal plus solide. Puis, c'est là qu'on s'embarque avec un comité d'experts parce qu'il y a plein de nuances dans ce que je dis. Tu sais, j'ai déjà commencé à parler avec quelques experts, puis là, ben, c'est ça, vu qu'il n'y a pas de registre de SLA, idéalement, on aurait voulu comparer le nombre de cas qu'on a observés dans le Val-Saint-François avec ce qu'on observe ailleurs au Québec. Ça serait ça la bonne affaire. Mais je ne sais pas. Et puis, vous savez, je ne veux même pas savoir comment qu'on gratte pour trouver des cas. Là, je vous en parle, je vais sûrement recevoir des courriels. On a fait un code QR, on a fait une réunion à Windsor, on a reçu plein de signalements. On a parlé à la clinique du CUSUM, la clinique comment elle s'appelle, de neuro, en tout cas, bref, l'Institut Neuro-Hôpital et l'Institut Neuro de Montréal, je ne sais pas trop, là, Oui, avec le Dr. MNI, l'Institut neurologique de Montréal. On leur a parlé, évidemment, la clinique à Sherbrooke, on est en lien aussi avec les 2 neurologues principaux qui suivent les cas d'SLA, les équipes, les infirmières, tu sais, pouvez-vous, y a-t-il des cas qui nous manquent dans notre liste? Mais c'est pas évident, personne n'a un registre de cas de SLA. Puis souvent, les cliniques vont dire, ben nous, c'est les cas qu'on suit actuellement qu'on a, sinon on garde pas un registre là, pendant 20-30 ans, donc c'est pas évident. Puis là, ben, si on se fie juste sur les cas de SLA en lien avec des hospitalisations, à mon avis, c'est plus ou moins fiable parce qu'à date, dans les personnes à qui on a parlé, il y en a beaucoup qui finissent par pas être hospitalisées ou très peu. Donc, c'est parce que par le fichier des hospitalisations, on pourrait repérer les cas de SLA, mais les gens qui finissent par être hospitalisés ne le sont pas vraiment pour la SLA. Ils vont l'être pour des infections, pour avoir à se faire poser une stomie ou des trucs comme ça. Mais ben, en gros, on est un petit peu mal foutu là, pour comparer nos données avec celles du Québec. Puis ça sera pas évident. Là. Ça va demander un petit peu je veux pas, je veux pas mettre la charrue devant les bœufs dans le sens qu'il faut que je parle au comité d'experts vers quelle voie ils vont pencher. Mais à date, comme je dis, c'est approximativement, si on se fie aux 2 par 100 000 par année, on semble un petit peu au-dessus, mais c'est des petits nombres. Puis ceux qui font de la statistique vont être capables de dire qu'à des petits nombres, est-ce que c'est l'effet là, que là, on s'est mis à beaucoup creuser puis regarder les cas, puis finalement,
peut-être que statistiquement, c'est un peu aléatoire, puis dans les 5 prochaines années, ça va se réguler. Je ne sais pas. Tu sais, moi, je pense qu'on ne peut pas prendre pour acquis que ça va être ça la conclusion, mais il faut quand même aussi être prudent, puis pas non plus. Tu sais, on n'est pas dans un excès de 10 fois au-dessus de ce qui est attendu. C'est ça que je veux dire. Tu sais, on est dans une zone grise, là, que je dirais. Pour moi, une zone grise qui justifie qu'on pousse. Tu sais, il n'y a vraiment rien qui me dit, hey, regarde, on arrête de parler de ça, c'est réglé, il n'y a rien là. Là où est-ce qu'on est un petit peu plus en questionnement, c'est que je vais vous expliquer pourquoi 2012, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, ben là, moi, mettons, ma soeur, ma mère, c'est arrivé en 2011, pourquoi vous ne le considérez pas? Fait que c'est pas qu'on ne veut pas le considérer, c'est que quand on a fait du repérage de cas avec les fichiers qu'on a d'hospitalisation ou de décès, ces fichiers-là étaient beaucoup plus complets à partir de 2012. Donc, on prétend qu'à partir de 2012, on en a un petit peu moins, on a probablement un portrait plus complet. Puis, veut pas, plus on recule loin dans le temps, plus il y a des chances qu'il y ait des cas qui nous échappent, qui passent un peu dans l'oubli, où personne ne nous les rapporte. Donc là, si on fait le mélange de la personne qui nous a signalé les cas, plus nos fichiers d'hospitalisation, puis tout ça, plus nos données de clinique externe, je pense que depuis 2012, on commence à avoir pas mal une liste complète. Mais là, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui nous ont informés de cas plus dans les années avant, là, surtout de 2006 à 2011. Donc là, on est en considération de voir est-ce qu'on va. Tu sais, je ne vous cacherai pas que de 2006 à 2011, on a peut-être une autre dizaine de cas. Bon, 5 à 10 cas, là, il reste à confirmer. Donc, tu sais, c'est pas juste pendant de 2012 à 2025 là, qu'on a des cas, il y en avait aussi avant. On veut juste bien baliser parce que vous comprenez que si on augmente la période d'études sur 20 ans au lieu de 13 ans, ben c'est normal qu'on va trouver plus de cas, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en excès. C'est normal. Plus qu'on a d'années dans notre étude, plus qu'on augmente la probabilité de trouver des cas, là, c'est bien normal. En gros, ça ne sera pas facile. C'est juste ça que je peux vous dire. Fait que ça, c'est juste pour voir s'il y a réellement trop de cas. Puis deuxièmement, après ça, évidemment, on veut voir c'est quoi le lien entre ces cas-là. Tu sais, est-ce qu'il pourrait avoir quelque chose? Ce que je peux aussi vous dire d'entrée de jeu, c'est qu'à date, on a peut-être un cas qui aurait une histoire familiale. Sinon, tous nos cas étaient d'origine, on va dire, sporadique. Donc, tu sais qu'on n'a pas de lien nécessairement génétique ou d'antécédent dans la famille. Fait que ça aussi, tu sais, c'est important quand même à dire. Là. Si on avait eu 10 sur les 20 cas qui ont des antécédents familiaux, on aurait peut-être moins pensé à faire le lien avec l'environnement. Ouais, surtout s'ils restent dans le même coin. Là. Merci. Donc, il y a plusieurs questions. Par rapport au registre, on va revenir là-dessus. Donc, encore une fois, avoir les coordonnées pour participer, le registre, la question. Donc, encore une fois, il y a plein de trucs sur vous contacter les secteurs. Par exemple, est-ce que si on considère Windsor précisément plutôt que Val-Saint-François, l'incidence a l'air d'être plus élevée? J'imagine que vous allez faire ce genre d'analyse granulaire-là aussi. Bien, c'est super. C'est toutes des questions qu'on s'est posées, donc je suis contente de voir qu'on a la même intelligence collective, on arrive au même questionnement. En fait, c'est intéressant parce que vous voyez, au départ, c'est plus autour de Windsor que les gens avaient attiré notre attention. Puis, quand on a fait un mapping, une cartographie des cas, pour se rendre compte qu'il y en avait juste quelques-uns à Windsor. Sincèrement, 4 à 6, là, c'est parce que même, c'est un peu compliqué, mais il y a eu des changements à un moment donné, là, les villes qui ont fusionné, défusionné, puis tout ça. Fait que finalement, il y a des gens qui sont plus vraiment à Windsor, mais plus à Val-Joli. Donc, pour vrai, là, des gens Windsor, dont la résidence principale est là, il n'y en a pas tant que ça. Si on se limite à ça, c'est sûr que c'est une plus petite ville, mais dans nos 20 cas, c'est une minorité qui est là. Par contre, il y en a qui sont à Saint-François-Xavier de Brompton, qui est vraiment pas très loin, sur le bord du lac. Il y en a qui sont à Richemont. Il y a comme quelques cas qui sont là. Donc, à date, nous, visuellement, c'était plus la proximité à l'eau qui ressortait, je vous dirais. Mais là, encore une fois, je vais faire attention parce qu'on dit la proximité à l'eau, mais en même temps, il y a beaucoup de gens dans ce territoire-là qui vivent près de l'eau. Tu sais, je veux dire, si vous habitez dans le coin de Saint-François-Xavier, il y a des bonnes chances que vous vouliez habiter à côté du lac. Puis si vous habitez à Windsor, il y a des bonnes chances que vous vouliez avoir une vue sur la rivière, d'habiter en dedans de 500 mètres. Fait que, tu sais, encore là, c'est juste que visuellement, quand on regarde l'emplacement des maisons de ces cas-là, je vous dirais que c'était peut-être moins dans les municipalités loin de la rivière, c'est peut-être plus les municipalités de la MRC qui longent la rivière où est-ce qu'on a vu visuellement là, une certaine proximité à l'eau.
Mais là, comme je vous dis, ça, c'est n'importe qui pour arriver à cette conclusion-là. Là, tu sais, je peux pas dire. Donc, nous, dans notre questionnaire, ben, on a voulu aller plus loin, c'est dire, faites-vous des activités aquatiques? Tu sais, parce que l'eau, c'est une chose, mais si on pense à l'hypothèse des cyanobactéries, par exemple, tantôt, j'ai vu quelqu'un, une chercheur a mis BMAA, là. BMAA, ça, c'est une sorte de cyanotoxine. Donc, c'est une toxine qui peut avoir des effets neurotoxiques. Puis cette toxine-là, elle est produite par les algues bleu-vert, qu'on appelle aussi les cyanobactéries. Pourquoi ça attire beaucoup l'attention? C'est que dans la littérature, à chaque fois qu'on a essayé de faire des liens entre l'environnement puis un agrégat de SLA, là, des clusters de cas de SLA, c'est quand même assez souvent arrivé que ça arrivait autour des grands plans d'eau. De tantôt, quelqu'un parlait du Vermont, sur le bord des grands lacs. Dans le nord-est des États-Unis, là, on a quand même vu quelques agrégats. On a vu aussi, même chez les militaires, il y avait l'hypothèse de l'exposition aussi à des plans d'eau contaminés aux cyanobactéries. Dans les îles du Pacifique aussi, il y aurait eu possiblement une implication des cyanobactéries. Fait que ça, c'est quand même une hypothèse qui revient souvent. Même en Californie, là, c'est le lac Tahoe. C'est pas encore, c'est médiatisé, mais il n'y a pas encore beaucoup d'études, moi, que j'ai pu trouver là-dessus. Mais bref, c'est une hypothèse qui revient souvent. Puis nous, ben là, on voit qu'il y a une proximité à l'eau. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on regarde. Et pour rajouter un petit indice de suspicion, c'est que le petit lac Saint-François, qui est à Saint-François-Xavier de Brompton, c'est un des lacs qui est les plus contaminés au Québec en cyanobactéries. C'est pas une surprise. On le sait, c'est connu, le lac a des algues bleues-vertes dès le mois de juin, souvent. Ça fait des années là, que ce lac-là est connu. Puis, pas c'est multicausal, mais c'est comme un peu un lac qui a vieilli, là, puis il y a de la misère en ce moment. C'est un peu compliqué à expliquer, mais qui est plus propice à ça. C'est pas la faute à une industrie en particulier, mais oui, on parle d'agriculture. Les produits de pesticides peuvent venir alimenter là, le problème d'algues bleues-vertes. C'est-tu juste un addon? Est-ce que ça a un rapport avec ce qu'on voit en ce moment? J'ai rien là, qui me permet d'aller plus loin que ça, mais en questionnant nos cas, de voir est-ce qu'il nageait dans l'eau, est-ce qu'il faisait du kayak, est-ce qu'il passait beaucoup de temps sur le bord de l'eau, est-ce qu'il aurait pu respirer des aérosols qui contiennent des cyanotoxines, est-ce qu'il pêchait du poisson qui pourrait être contaminé? On a posé toutes ces questions-là, évidemment. And Christine, you want to go ahead? I think it's an interesting point. Yeah, so Dr. Gianotto, I'm wondering, as part of the study, will you also be collecting detailed family histories to look at common ancestry, given that there's sort of a geographic clustering? Ouais, ben en fait, ce qu'on a demandé, c'est sûr qu'on a demandé s'il y avait des antécédents familiaux de SLA, puis à chaque ça a été non pour tout le monde, à part pour un cas. Mais non, on n'est pas. Là, pour le moment, c'est un peu ça hein, qui est embêtant, c'est que là, on a une bonne participation, mais c'était déjà des questionnaires qui duraient 1 heure, parce qu'on là, on faisait plus l'accent sur bien évidemment, on faisait un survol de l'histoire de la maladie, là, et, voir un peu les dates, puis le début des symptômes, c'était quand, mais beaucoup un survol de où les gens ont habité dans leur vie, puis après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait comme métier, c'est quoi leurs activités de loisirs, c'est quoi leur mode d'alimentation. On est vraiment allé dans les détails plus environnemental. Puis pour ce qui est des antécédents, pour le moment, on est resté plus sur antécédents de SLA, mais vu que c'est pas, ou de maladies neurologiques là, qui pourraient s'apparenter, mais pour le moment, c'est pas quelque chose qui a ressorti vraiment. Mais on n'est pas allé plus loin que ça. I wonder, Nicolas, because you're I would say the geneticist among us, of whether or not, what your thoughts are about whether or not ben, there's a risk factor. Dans ce cas-ci, je peux dire que j'ai 2 chapeaux parce que comme j'ai fait une maîtrise en génétique puis une en épidémiologie, ça me donne un peu les deux. Nous, c'est sûr que ben, ça fait une vingtaine d'années là, qu'on regarde les facteurs environnementaux et génétiques là, dans la population québécoise de maladies rares, là, comme la SLA puis le Parkinson. Là. On a fait un article en 2022, justement, dans une revue internationale de SLA pour, disons, discuter de ce qu'on avait trouvé. Là. Et puis, c'est pas, je ne peux pas dire qu'on a trouvé des agrégats, on a trouvé. C'est sûr que la portion génétique, on l'a comme ailleurs, mais pas nécessairement dans des régions données, parce qu'au Québec, on sait qu'il y a beaucoup de maladies génétiques qui sont très régionales, mais pour ce qui est de la SLA, pas particulièrement.
L'autre aspect, les facteurs environnementaux, nous, on avait des questionnaires détaillés, là, puis il y avait des petites tendances très légères au niveau pesticides, électrocution, euh, commotion, mais c'était vraiment des petites tendances, là, toujours des choses qui demandent validation, qu'on a validées dans une cohorte française qui était des collaborateurs là, depuis plusieurs années là, de la grande région parisienne. C'est à ce que je cherche pas mal la seule étude épidémiologique qui a été faite à date au Québec là, sur la SLA, puis il n'y en a pas eu beaucoup au Canada non plus. Donc, il faut toujours être très prudent. Puis je dirais que notre observation clinique historique, là, qui est toujours un peu biaisée, puis euh, confronter ça un petit peu aux données qu'on a pu publier jusqu'à maintenant, là, on n'était pas trop inquiet là, de phénomènes locaux, que ce soit de toxicité environnementale quelconque, là, parce que là, on s'entend qu'on parle d'une chose parce que les gens en parlent beaucoup, mais il y a des centaines de facteurs qu'on peut étudier. Là, puis dans les cyanobactéries, là, si vous parlez avec des infectiologues là, ou des microbactériologues, c'est complexe aussi. Là, donc, ce qui existe en Floride, puis ce qui existe dans les lacs au Québec, là, je pense que si on faisait de la génomique là-dessus, je ne suis pas certain qu'on aurait tout à fait les mêmes souches, là, puis les mêmes concentrations, puis les mêmes productions non plus. Puis ce qui se passe sur l'île de Guam, on est loin pas mal aussi, là. On parle du microbiome, là, avec la façon dont les gens sont exposés aux bactéries, là, depuis leur tendre enfance, puis qu'est-ce qu'on retrouve. Puis je vous dirais que même le microbiome de la salive, puis le microbiome des selles, il y a des différences pas mal. Donc, c'est vraiment, c'est très complexe à étudier, puis je voulais quand même rassurer les gens là, que notre mémoire historique des choses qu'on a publiées, elle est pas trop inquiétante sur des phénomènes locaux toxiques, en tout cas pas dans ce que nous, on a observé et de ce qu'on a publié jusqu'à maintenant. Là. Peut-être, je juste être sûre, parce que mon groupe a fait d'étudiants la revue littérature, mais si vous voulez nous envoyer, être sûr que ça leur a pas échappé, là, si vous voulez Ah ben, vous m'envoyer, faites Dupré 2022 OK, parfait, bon, SLA pour moi qu'on l'a, là. environnement, puis vous allez voir, ça va tomber tout de suite, là. C'est bon, c'est bon. Je ben non, puis tu sais, nous non plus, c'est pas. Je voyais une question pour les pâtes à papier. Tu sais, nous, on part vraiment pas. Tu sais, comme je vous dis, la seule chose qu'on s'est dit, c'est premièrement, est-ce qu'il y a un excès? Puis ça, c'était peut-être c'est niaiseux, mais c'est la question la plus difficile à répondre. Puis c'est quand même la plus importante. Donc, on met beaucoup d'énergie, je vous dirais, à valider nos cas, comme je dis, à retrancher les cas qui finalement n'ont pas d'affaires là, puis à ajouter ceux qui pourraient nous manquer. Là, on est vraiment dans l'optique d'avoir le petit registre local le plus complet. Puis là, ben, déjà là, j'ai plein de questions. Là, tu sais, à partir de quelle année on commence? Est-ce qu'on prend tout le Val-Saint-François? Est-ce qu'on devrait juste prendre les municipalités qui longent l'eau, vu que c'est là qui semble avoir un peu plus un pattern? Puis rendu là, ben, par exemple, j'ai eu quelques personnes qui m'ont signalé que eux, c'est à Sherbrooke, ils connaissent quelqu'un, mais à Brompton, qui est la partie de Sherbrooke, juste au sud de Windsor, ce qui, elle aussi, longe le même cours d'eau. Donc là, tu sais, c'est toutes des questions de comment on délimite un petit peu pour avoir le portrait le plus juste. Il faut faire attention on appelle ça le biais du tireur d'élite, là, le Texas Sharpshooter. Là. C'est un drôle de nom de biais, mais c'est un petit peu de dire, imaginez que vous avez lancé des flèches là, sur un mur, puis après ça, vous délimitez votre rond rouge. Vous dites, regardez, je suis en plein au centre. Tu sais, vous délimitez votre cible à atteindre après avoir lancé les flèches. Fait que là, vous êtes certain que vos flèches sont bien au cœur de ce que. Donc, dans le fond, c'est un peu une erreur. Qu'on peut faire quand on est en recherche ou un peu dans notre situation où on veut donner raison aux gens. Puis là, ben, les flèches, c'est tous les cas. Là. Puis là, tous les cas, après ça, on essaie de délimiter le rond autour, de dire, ben, vous voyez, si on prend toutes les bonnes villes puis les bonnes années de pile, ben là, il y a un excès. Mais tu sais, dans le fond, nous, c'est de s'assurer que s'il y a un excès de cas, il perdure dans le temps, puis tu sais, il n'est pas juste autour d'une petite ville spécifique, sauf si on a des raisons de croire que le problème vient de cette ville-là. Mais là, pour le moment, on n'a pas ça. Euh, comme je dis, la thèse un peu des cyanos, on la regarde là, comme une autre, là, mais c'était plus la proximité au plan d'eau qui, pour moi, peut vouloir dire plein d'autres choses. On parlait de pâte à papier. Dans la littérature, c'est quand même intéressant. Ça reste des hypothèses. Hein. Il n'y a aucun de ces facteurs-là qui est reconnu comme un facteur de risque. Ça, c'est super important à dire. C'est des facteurs qu'on dit tout au plus possible.
Il n'y a jamais quelqu'un qui va vous dire que les cyanobactéries, c'est un facteur de risque officiel. Ça n'en est pas un. Donc, dans le fond, on a regardé au niveau, ben, c'est ça, les pâtes à papier. Il y a certaines études, quand ils ont essayé de voir un peu les cas de SLA, où est-ce qu'ils étaient agrégés là, dans l'espace, c'est vrai que ça arrive souvent sur le bord de l'eau, puis on dit, ah, ben, ça arrive souvent dans des endroits où est-ce qu'il y a des usines de pâte à papier. Ça a été quelques études, j'ai vu, ils ont vu le lien. Puis là, ils se disaient, ben, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Puis là, bon, il y avait c'est des hypothèses. Est-ce qu'une usine de pâte à papier pourrait pas, soit par des rejets atmosphériques, mais on n'a aucune indication là, que c'est ça dans le coin du Val-Saint-François, ou par l'hypothèse qui était plus mise de l'avant, dire, ben, l'usine apprend l'eau de la rivière, puis après ça, elle fait des rejets dans la rivière de matière organique. Puis la matière organique avec une eau qui est réchauffée, donc une eau qui est plus chaude avec plus de matière organique, ça pourrait donner un peu tous les ingrédients pour faire des cyanobactéries. C'est bon, mais c'est une hypothèse. Là. Fait, comme je vous dis, Juste un petit élément, je ne vais pas vous interrompre, mais c'est sûr que dans des populations insulaires comme le Japon, là, il n'y a pas beaucoup d'immigration qui rentre ou qui sort, puis qu'on regarde les taux d'incidence à l'ère industrielle, là, c'est quand on corrige pour l'âge, là, le fait que la population devienne plus âgée avec le temps, là, on voit toujours qu'un des risques principaux, c'est le sexe, parce que les hommes sont toujours un peu plus atteints que les femmes dans la SLA. Puis c'est comme ça aussi dans d'autres maladies, comme la maladie de Parkinson. Mais honnêtement, le taux d'incidence dans l'ère industrielle au Japon, entre autres, a été démontré comme étant assez stable. Fait que c'est quand même rassurant sur une vingtaine d'années d'industrialisation qu'il n'y ait pas eu une grosse montée en flèche du nombre de cas corrigés pour ça. C'est des études qui remontent à peut-être 10 ou 15 ans, là, des études insulaires, c'est toujours plus facile. L'Irlande, je n'ai pas les dernières données, mais souvent, c'est assez stable. Donc, je pense qu'il y a quand même se rassurer qu'un changement d'environnement à l'ère industrielle n'est pas toujours un facteur qui vient faire augmenter le nombre de cas, alors qu'on sait que pour d'autres maladies, ça peut l'être, là, c'est sûr que. Ouais, on a regardé au Québec, c'est sûr que là, comme je vous dis, la seule façon de suivre, c'est les données d'évolution par décès de SLA. Là, c'est à peu près ce qu'on a de plus fiable. Puis on voyait que même avec l'ajustement pour l'âge, donc, pour expliquer aux personnes, c'est qu'effectivement, vu que la SLA est plus fréquente plus on est âgé, ou chez les personnes plus âgées, ben, avec un vieillissement de la population, c'est normal qu'on voit plus de cas de SLA. Mais quand on corrige pour le vieillissement de la population, il y a quand même une petite augmentation au fil du temps, mais effectivement, c'est pas dramatique. Là, ça n'a pas doublé là, pour donner un ordre de grandeur dans les données qu'on a au Québec. Encore là, ça peut être changé. C'est une façon de codifier qui est différente. Ou c'est dans le temps, avant 2012, on ne mettait pas SLA dans les codes de décès. On mettait un code à 4 positions. Là. On mettait plus maladie du motoneurone. C'est toute la famille en général, puis ça s'est précisé avec le temps. Il y a des fois des choses qui sont plus attribuables à nos capacités, nos outils pour faire de la surveillance d'évolution qui ont aussi changé avec le temps. Mais comme je ne dis pas qu'il faut avoir un registre ou pas. Là. Je fais juste dire que en ce moment, le fait qu'on n'en a pas, c'est sûr que nous, ça facilite pas le travail de déterminer s'il y a un excès ou pas. C'est juste ça que je veux dire. Parce que, tu sais, le travail qu'on fait là, d'appeler toutes les cliniques, puis d'avoir des signalements, puis que les gens nous informent, on le fait juste pour le Val, on le fait pas pour tout le Québec. Fait que c'est sûr qu'au Val, on augmente nos chances de trouver des cas parce que, comme je vous dis, on met le paquet pour en trouver, mais tu sais, ailleurs, au Québec, si je comparais avec un autre territoire, puis que là, je fais juste prendre vite, vite les données sur le coin de la table, ben, c'est sûr que je risque d'en trouver plus au Val parce qu'on a mis vraiment plus d'efforts là, pour essayer de repérer tous les cas qui habitent là en ce moment ou qui ont déjà habité là dans le passé. Vous voyez, fait que dans notre travail d'enquête, c'est correct qu'on fasse ça, mais après ça, il faut faire attention pour trouver une base de comparaison qui est un peu la même. Là. Super. Donc, Pardon? un gros merci, docteur Généreux. Je pense, dans votre discussion, je regardais les commentaires sur le chat. Je pense que dans la discussion je pense que les réponses venaient aux questions au fur et à mesure. C'est sûr qu'il y avait une question sur pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de registre? Est-ce qu'on devrait avoir un registre? Je pense que comme communauté, il faudrait peut-être réfléchir à ça. Il y a des contraintes légales, de déclaration et tout et tout. Donc,
Est-ce que ça serait quelque chose que la communauté devrait considérer? Est-ce que c'est le Québec peut s'en... Donc, je pense que c'est une question qu'on devrait se poser. Euh, mais je pense que je regarde des autres questions sur l'aspect environnemental. Je pense que vous avez touché à tout dans vos commentaires. Il y avait peut-être sur les pesticides, je pense tantôt que j'ai vu une question là, où j'essaie de relire, mais si on l'avait dans la mire là, comme hypothèse, ou, Oui, tu sais, comme je vous dis, c'est ça. c'est un bel exemple. Tu sais, nous, les questionnaires, ben, oui, on le voit qu'il y a plein de zones agricoles. Puis là, quand on demande aux gens, aux questionnaires, habitez-vous près d'un champ ou d'une zone agricole, ben, vous comprenez qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais en même temps, ça serait le cas de pas mal n'importe qui que je questionnerais dans ce coin-là. Fait que c'est plus qu'on a assez de regarder est-ce que faites des activités vous-même agricoles? Faites-vous vous-même l'épandage? Êtes-vous plus directement impliqué? On a regardé de l'épandage de pesticides sur une base personnelle, là, tu sais, sur votre terrain résidentiel ou un travail qui vous mettra en contact avec ça. Parce que tu sais, sinon, ben, la proximité au champ, on l'a regardé, mais comme je vous dis, tu sais, c'est un petit peu le cas de plusieurs personnes. Fait que on collecte l'info. C'est sûr qu'on la collecte. Je vous dirais, moi, une chose que ben, je trouve que ça corrèle bien à ce qu'on voit dans, je ne dis pas que ça a un lien environnemental, mais on l'entend quand même souvent. Puis je trouve ben, c'est positif. Le profil, c'est pas pour tout le monde, mais dans les personnes qui ont eu la SLA, on entend. Moi, je m'étais fait dire par des chercheurs qu'il y avait quand même souvent un profil de gens qui ont été beaucoup actifs. Tu sais, tantôt, on parlait là, d'activités excessives. Ben, des gens très actifs, amoureux de la nature, qui passent beaucoup de temps dehors. Tu sais, ça, on en a vu ça, là, tu sais, des high achievers, un peu là, des gens qui étaient impliqués dans plein de choses, qui étaient beaucoup dehors, faisaient beaucoup d'activités extérieures. C'est quelque chose quand même, c'est pas tous les personnes qu'on a questionnées qui avaient ce profil-là, mais en même temps, habiter dans le Val-Saint-François, qui est une magnifique région où est-ce qu'il y a des belles pistes cyclables, des montagnes, des forêts partout, des lacs. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Je ne sais pas, mais je vous cacherai pas qu'il y avait des gens qui aimaient beaucoup jardiner, être dehors, faire toutes sortes d'activités extérieures. Bon, ce qui est quand même très bien. Là. On va quand même pas dire que c'est quelque chose qui nous dérange, mais qu'est-ce que ça veut dire? À quoi les gens ont été exposés malgré ça? Vous comprenez que c'est là qu'on on fait pas de test sanguin, on pourra jamais, c'est des données historiques, là, la plupart des gens à qui on a parlé, leur proche qui a eu la SLA est décédé, donc c'est pas assez de reconstituer un peu avec l'histoire, essayer d'extrapoler à quoi ils auraient pu avoir été exposés, mais on n'en aura jamais le cœur net. On peut pas mesurer il y a 10 ans à quoi les gens étaient exposés en termes de pesticides, Moi, là, par exemple. ce que je peux mentionner, nous, on a fait quand même des questionnaires détaillés sur les pesticides dans le SLA et le Parkinson. Là. C'était les mêmes questionnaires qu'on a fait dans les deux cas. Puis, donc, exposition au travail, exposition dans les loisirs, le taux d'exposition, c'est quand même difficile. C'était pas, par exemple, une mesure biologique, là, c'était une mesure de questionnaire. Puis, l'effet est ressorti un peu plus dans la maladie de Parkinson parce que, puis d'ailleurs, les données biologiques sont beaucoup plus fortes là, dans la maladie de Parkinson pour qu'il y ait un lien. Le lien pour la SLA était assez ténu, là, donc c'est moins évident. Là. C'est une maladie dans laquelle on a de la difficulté à trouver un facteur principal, un facteur de risque principal qui est pas autre que la variable génétique. Là. Donc, maintenant, c'est la variable génétique qui est vraiment le cœur de notre explication pour 5 à 10 des cas, peut-être. Pour le reste, on reste beaucoup encore dans l'inconnu, malheureusement. Mhm. C'est pour ça que je pense qu'il faut quand même bien gérer les attentes. Comme quelqu'un me disait, si vous trouvez quelque chose, ça serait un prix Nobel en blanc. Vous comprenez, c'est pas notre objectif de trouver absolument quelque chose. On le sait bien qu'avec un petit nombre de cas, puis avec la littérature existante qui n'est pas si franche que ça, on sait pas, c'est pas comme si on avait un facteur de risque qu'on est qui est plus. Ben, en fait, quelqu'un posait tantôt la question dans les contaminants ou les produits chimiques, s'il y en a un, à notre avis, dans la littérature qui est ressorti de façon un petit peu plus probante, c'est les métaux lourds, manganèse, par exemple, cuivre. Donc, mais souvent, des gens plus exposés de façon professionnelle à des métaux lourds, ça, il y a quand même des études, on peut pas dire que c'est un facteur de risque officiellement reconnu, mais il était peut-être un petit peu plus plausible à notre avis que les autres qu'on a pu examiner. Donc, ça aussi, on regarde ça, mais tu sais,
comment savoir si les gens ont été exposés à des métaux lourds. Tu sais, nous, on a beaucoup de gens qui ont des puits privés. Fait que ça, on sait que dans le territoire, il y a du manganèse naturellement qui est présent dans l'eau. Donc, on a demandé aux gens, bon, vous avez un puits privé, buvez-vous l'eau de votre puits? L'avez-vous fait tester? La plupart des gens disent, ben non, on ne sait pas trop. Fait que on reste un peu encore avec ces questionnements-là. Mais comme je vous dis, c'est effectivement, il y a tellement de facteurs suspectés, mais aucun vraiment de prouvé que on peut pas cibler notre énergie juste sur un facteur. Puis là, ben, ça fait que il y a plein de pistes, mais il n'y a rien qui ressort pour le moment de façon très importante. Mais on va aller quand même jusqu'au bout parce que pour nous, ce qu'on veut trouver, c'est pas nécessairement le lien commun, mais c'est la réponse à la question des gens. Coudon, y a-t-il quelque chose dans le Val-Saint-François qui nous inquiète? Tu sais, on veut être capable de dire, ben, on a fait tout le travail qu'il fallait, puis la réponse est oui ou non, mais dans tous les cas, je pense que c'est important d'être capable d'aller jusqu'au bout parce que sinon, ça va trotter dans la tête des gens. Puis on veut pas fermer le dossier facilement. Tu sais, même si ça serait surprenant, on veut quand même aller jusqu'au bout, tout d'un coup, qu'on trouverait quelque chose. Puis si on trouve rien, on pourra retourner aux gens puis dire, ben, regardez, tu sais, on n'a rien trouvé, mais c'était avec quand même une bonne confiance, là, tu sais, qu'on vous dit qu'on n'a rien trouvé. Là, on a cherché. Hein. Génial. Un gros merci. Je pense c'était une bonne discussion, on a fait le tour. J'espère que l'information, je pense qu'elle était très claire, très pertinente. J'espère que ça rassure les gens. Il y a un support qui est en place. C'est pris au sérieux. Il n'y a rien qui ressort pour le moment, mais on pousse plus loin pour être sûr qu'on n'a rien échappé. Je pense on va aller au bout de l'histoire avec ça. Donc, un gros merci. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous et de fournir ces informations-là. Vous voyez l'importance de ça dans la discussion. Je pense que c'était vraiment pertinent que vous soyez là. Donc, un gros merci pour votre participation ce soir. C'est vraiment cool. Donc, si vous voulez, on continuerait tout simplement la période de questions. Et s'il y a d'autres questions sur les facteurs environnementaux, évidemment, on continue. Donc, on ne ferme pas le créneau non plus. Il y a deux questions qui sont en suspens depuis un certain temps. Je vais essayer de voir la vraie formulation. Sur les approches génétiques qui utilisent la technologie CRISPR-Cas9. Donc, je ne sais pas si Christine ou Chantal, vous pouvez répondre à ça. Donc, quels seraient les avantages ou la possibilité d'utiliser ce genre de technologie? D'abord, qu'est-ce que c'est et puis comment l'utiliser? Actually, I would defer it to Vincent because I think he has quite a bit I of mean, yeah, absolutely. Yes. Yes, he's the expert. Yes. Thank you, Christine, indeed. Yeah. Vincent? Oui. En fait, bon, la technologie CRISPR, pour ceux qui ne connaissent pas, est une technologie qui permet de modifier l'ADN. Modifier l'ADN assez simplement dans des cellules et même parfois dans des organismes vivants. La technologie est en utilisation à SLA, surtout pour la modélisation de comme pour mimer la maladie dans nos souris, dans nos cellules. Donc, on l'utilise davantage pour soit introduire des mutations, donc qui peuvent causer, entre autres, la SOD1 ou d'autres choses, ou même parfois aller essayer de cibler ces gènes-là pour les modifier puis les remplacer pour qu'ils redeviennent normales. La technologie a été utilisée quand même dans d'autres maladies chez l'humain, mais en SLA pour l'instant, je ne crois pas qu'elle ait été testée chez l'humain directement dans aucune situation, à ma connaissance. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'études qui se font en souris, en modèle cellulaire pour essayer d'utiliser cette technologie-là pour modifier des gènes, soit pour causer la maladie ou au contraire l'enlever. Mais on n'est pas rendu, en tout cas, là, c'est là, chez l'humain, dans ces cliniques-là. Well, I could add one point that there is a study in San Francisco of an investigator who is developing a CRISPR approach to target the C9 expansion. It's very much its early preclinical work. But that investigator has a very strong translation plan because the challenge is going to be the delivery of getting this very sophisticated set of scissors, basically, into the neurons that are affected in ALS. And so they are working with some very strong partners to try to figure out the best way to get this
new technology delivered into the nervous system, because it's not a small problem, it's a huge problem. She has 4 different approaches with 4 world-class leaders in each of those particular areas to try to come up with a way to get the delivery. She's proven that the scissors, the tools she's made, work in cells on a dish. The next step would be to prove that it works when delivered into the nervous system. And another aspect of her work that is really exciting is that she's not going to go through a mouse. A lot of our stuff that we do preclinical, you move from cells to mice and then to patients. And in fact, what she's going to do is actually leverage her opportunity in San Francisco to actually treat to look at individuals that are, I don't know the correct term, but it's not a nice one, but Nicola, you can help me, patients that are technically brain dead, but are still on support. Life support. Les yeah. patients en mort cérébrale. Yeah. Thank you. Yeah. Yeah. That to look to see whether or not these 4 different delivery avenues may function within an intact human nervous system. So very, very exciting work that's coming out of that. Exact. Donc, c'est certainement en développement. Je pense qu'on va en voir dans les prochaines années en SLE, puis ça va s'en venir, mais c'est ça, on n'est pas tout à fait aux étapes. La livraison du cargo est une grosse étape pour les maladies neurologiques. Là, ça a été efficace pour des maladies habituellement non neurologiques pour l'instant, là, ou par exemple des maladies oculaires là, qui ont injecté directement dans l'œil la machinerie CRISPR. On a un organe très ciblé, là, le système nerveux est plus complexe, là, donc ça va être une grosse étape à franchir. Super, merci beaucoup. Et peut-être, so Christine, and then you mentioned C9 expansion. There was a question by Madame Demers asking, so protein SOD1 has been involved, associated with the cause. Is there other proteins that we've identified or other links? Oh, yeah. There is over 40 different genes currently associated with as being causative or a risk factor for ALS. The big 4 that are studied the most often are the C9 expansion, as I mentioned. There's the SOD1. There's also TDP43 and FUS. I'd say those are the 4 genes that are studied the most. That being said, each gene sort of provides a new opportunity to understand another little piece of the puzzle and what is the biology that has gone wrong in the neurons that are affected by ALS. So lots of studies that are going forward. You've heard about, Vincent did a fantastic job of explaining the QALSODY tofersen approach. That similar strategy has now been applied to patients that are carrying the FUS mutations, various FUS mutations. That story just published a couple of days back. And so that's advancing. And so in similar approaches, the C9 has been targeted similarly with, it did not meet primary or secondary endpoints. That has created a fantastic flurry of activity in the field of trying to understand what went wrong, what should they do differently. And so there are lots of different approaches being developed there. And then a new approach that I've seen now coming out, there's one called NLORM, which is out of New York, which is the idea of identifying the individual mutation in a patient and then developing a therapy that targets that specific copy of the mutant gene. And so that's being tested now in a select cohort of patients. And then there are other groups that are trying to identify ways to do that similarly, but that they wouldn't be so specific to the individual mutation. And that's important to realize that, like in the case of SOD1, there's 150 or more 180 different mutations that are now associated with ALS. But with tofersen, it doesn't matter what the mutation is, right? The ASO hits all of those copies. And that's okay for SOD1, that makes sense. But for TDP43, for example, that wouldn't make sense. And so you need to be a little bit more specific and targeted. And so there are other efforts ongoing in the States that are looking at that. Very clear. Thank you so much, Christine. There's been a question that's been sitting in the chat for a while. And désolé, monsieur, je cherche le message et puis je ne le retrouve pas. Concernant la progression de la SLA bulbaire. Donc, par rapport à la SLA lower. Donc, est-ce que peut-être Nicolas ou Vincent
Je retrouve pas le commentaire exact. Ben, souvent, les gens vont parler de l'aspect du pronostic, là. Il y a une notion dans la littérature que la SLA bulbaire a un pronostic un peu moins bon, mais en même temps, honnêtement, c'est tellement variable d'une personne à l'autre que on a des patients qui ont un début bulbaire, puis qui progressent peu au niveau des membres, puis qui ont une gastrostomie, qui maintiennent leur poids, qui maintiennent leur masse musculaire, puis honnêtement, qui ont une survie qui est quand même significative. Donc, je pense que c'est beaucoup l'aspect de l'atteinte respiratoire qui va être l'aspect du pronostic important. Et puis, donc, la composante bulbaire, il y a un petit élément dans la littérature qui montre que le pronostic est un peu moins bon, mais dans les faits, on a quand même pas mal de patients qui ont cette forme d'SLA puis qui ont une évolution qui est dans la norme, là. Donc, je pense qu'avec les soins qu'on a maintenant aussi pour les patients bulbaires, les gastrostomies qu'on fait plus précocement, je pense qu'on aide quand même la qualité de vie puis la survie de ces patients-là. Là, la question était euh, à savoir si M. Palardi, pardon, Madame Palardi, pardon, si la SLA, pensait que la SLA bulbaire progressait aussi plus lentement. Donc, c'est ce qu'elle avait eu comme information. Donc, je pense que la réponse touche directement. Merci beaucoup. La progression, c'est quand même significatif. C'est une question qui revient souvent hein, avec les patients. Puis, c'est une maladie c'est beaucoup entre les 2 ou 3 premières visites avec le patient qu'on peut définir avec le patient la progression de sa maladie. Donc, ce n'est pas nécessairement tout de suite en sautant sur des paramètres, à moins vraiment qu'il y ait une atteinte respiratoire significative dès le début. Ça, c'est quand même un marqueur prédictif, mais pour les autres éléments, c'est beaucoup le recul qu'on a sur la période de 3 mois ou 6 mois ou une année. Les gens ne vont pas progresser lentement, puis après ça, tout d'un coup, ça va être rapide. Donc, la vitesse est assez continue. Donc, quand on a un recul, c'est probablement le meilleur prédictif de la vitesse de progression. Merci. Donc, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu là-dessus. Donc, M. Landry, que pensez-vous de l'approche des cellules souches, le stem cells? On voit plusieurs études dans d'autres pays. Who wants to start on that? I see Christine. Yeah. Oshie. So, I mean, the stem cell technology is a fantastic tool that we can model the disease in the lab and better understand it. And in fact, for patients, it's an amazing tool because it allows us to understand or to attempt to understand the motor neurons from patients, whether they have a mutation that we know causes ALS or one or not, right? So the so-called sporadic cases. So they're a fantastic tool in the lab. As a therapeutic for ALS, this is an idea that was quite popular many years ago. There was, I guess, recent excitement, I suppose I would call it, around it in the last few years from a particular company. There's a lot of reservations, I think, in the approach. One thing you have to remember is that the motor neurons that are affected in ALS, they live in your spinal cord in the back. The ones that wiggle your big toes, they extend a super, super long axon to touch those muscles that control the toes. And so it's like a meter. And so the idea that you could implant a small population of stem cells that might differentiate into the motor neurons that are lost in the ALS and then might extend out and connect with those muscles that enable you to wiggle your fingers or your toes, it's not very realistic, to be honest, because there's a big, big field of debris that they've got to swim through to get to find their target. And it's hard. And it's been reported in mice, but it doesn't replicate well in humans. In fact, there was a significant clinical trial that was started at Emory University many years ago. And in fact, they found that the beneficial effect was not the stem cells themselves, it was actually the anti-inflammatory medications that the patients were being given. And there's some concern, I think, with the recent company that had gotten a lot of attention that it may not be the cells themselves. It might actually be the cocktail in which the cells are in that might be beneficial. So I'd caution against the idea of traveling to have a stem cell injection done. You can watch a video from Steve Gleason in which he actually did that, and he actually caused himself more harm in the end. Aussi, je pense qu'il y a à considérer
quand on veut recréer ce contact-là, euh, le fait que les contacts se font durant le développement, soit dans le fœtus ou après la naissance, il y a des signaux qui vont être placés sur les cellules qui vont vouloir se connecter entre elles. Ces signaux-là sont présents pendant une période de temps, ils ne sont pas présents tout le temps. Fait qu'on parlait Christine parlait de la distance, la longue distance entre les neurones qui sont dans votre moelle épinière et les muscles de vos pieds, par exemple, de vos orteils. Mais même localement, c'est un défi. Même localement, de remettre ces neurones-là en contact. Et ce n'est pas n'importe quel contact. Ces contacts-là doivent être précis, calibrés, fonctionner de la bonne façon. Et tout ça se fait très graduellement dans le développement du système nerveux qu'on ne peut pas reproduire facilement chez l'adulte. Donc, c'est extrêmement difficile comme stratégie et c'est pas évident que ça peut fonctionner. Je ne sais pas si les autres veulent renchérir. Ouais, ben dans la maladie de Parkinson, où vraiment le défaut cellulaire là, est à peu près gros comme la pointe d'un crayon, là, on est capable d'aller insérer des cellules souches qui vont survivre pendant un bout de temps. On le voit en pathologie, mais de là à ce qu'elles produisent la dopamine qu'on souhaite qu'elles produisent, au taux qu'elles produisent, avec les connexions qu'elles produisent, ça, c'est pas possible. Puis dans la SLA, là, on est loin de la tête d'épingle. Là. On est des cellules, comme disait Dr. Christine Van der Velde, qui ont 1 mètre de long, très complexes, dans des réseaux de connexion très complexes. Donc, vraiment, le jour où on réussira dans la maladie de Parkinson, ça sera déjà miraculeux pour cette maladie-là. Pour les maladies comme la SLA, le paradigme ou le modèle scientifique est vraiment, vraiment trop complexe. Oui, je pense que ce qu'on essaie de dire aussi, c'est un peu, euh, euh, un mot a word of caution, juste le terme en anglais, the word of caution, je n'arrive pas à le dire en français, mais vous avez la traduction, word of caution. Euh, de, il y a une tendance à rendre ça beaucoup plus beau que ce que c'est réellement. Donc, il faut vraiment prendre ça avec un grain de sel. OK, OK, une dernière question qui vient d'apparaître. Je pensais qu'on avait épuisé les questions. De M. Tremblay, y a-t-il des suppléments qui seraient indiqués? Par exemple, créatinine, vitamines, etc. Donc, j'imagine. Oh, pardon, désolé, je m'étais muté. Désolé, désolé. Donc, question de M. Tremblay. Y a-t-il des suppléments qui seraient indiqués? Par exemple, créatine, vitamines, etc. J'imagine que vous voulez dire en supplément au traitement qui vous serait offert. Nos médecins. Personnellement, moi, je ne prescris pas de suppléments. Par contre, je suis très, très vigilant. Et là, c'est vraiment notre équipe d'infirmières cliniciennes là, qui s'assurent que les patients ont une alimentation une alimentation saine et aussi que le rapport calorique est suffisant, surtout pour les patients qui ont des atteintes bulbaires, qui ont de la difficulté à avaler. Le moindrement qu'ils commencent à perdre du poids, ils perdent de la masse musculaire, ils se sédentarisent, puis là, c'est comme un peu une réaction en chaîne. Donc, je pense que tant qu'on souvent, les gens vont chercher bon, la vitamine miracle ou des choses comme ça, mais vraiment, dans ce qui a été démontré, c'est beaucoup de permettre aux patients d'avoir un apport calorique qui est le plus normal possible. Puis d'ailleurs, la gastrostomie qu'on fait assez tôt chez nos patients, c'est ça l'objectif, c'est vraiment d'assurer qu'ils ne vont pas avoir une fonte musculaire. Parce que le moindrement qu'on a un jeûne ou un apport calorique déficient pendant quelques jours, quelques semaines, on commence déjà à perdre la masse musculaire, puis là, ça s'additionne avec la progression de la maladie. Donc, ça, c'est une mesure concrète. Et la gastrostomie, les gens sont souvent hésitants, ils vont le faire tard, ils ont des craintes par rapport à ça, ils pensent qu'ils pourront plus s'alimenter après, mais ils vont être capables souvent de manger des substances plus faciles. Donc, ça fait partie des outils qu'on a pour diminuer un peu pour améliorer la qualité de vie, je dirais, des patients, puis diminuer la fonte musculaire. Merci. Donc, il est déjà 19h29, 19h30.
Bon, une dernière question qui apparaît, physiothérapie en lien avec le diagnostic, la SLA et la propagation de celle-ci. Les approches de traitement en physiothérapie, donc force musculaire et tout. S'ils font partie de l'équipe, hein, c'est vraiment important. Les patients, c'est pas nécessairement. Le maintien de la force, c'est une chose, mais toutes les douleurs que les patients vont avoir à cause de la posture, épaules, hanches, genoux, tout l'équipement dont ils ont besoin, puis la façon dont l'équipement est utilisé, la technique qui permet d'utiliser l'équipement. Donc, on s'entend que c'est pas la physio pour la personne qui s'est foulé la cheville ou peu importe. Là, c'est vraiment la physio adaptée et spécifique pour les patients, puis au stade de la maladie dans lequel il est rendu. Fait que c'est vraiment, les physiothérapeutes font vraiment partie de l'équipe et ils sont très importants dans le maintien de l'ambulation puis de l'autonomie des patients. Un gros merci. Donc, sur ce, je remercie encore une fois tous les membres, tous les panélistes pour votre temps, la qualité de l'information, votre disponibilité, l'ouverture aux questions. Ça a été, je pense, une belle session d'information, encore une fois. Et je remercie l'équipe SLA, bien sûr, pour ce soir, mais bon, pour notre appui en général, pour faire le lien entre les chercheurs, les cliniciens et la communauté, les gens qui vivent avec la SLA, les proches aidants. Donc, merci à toute l'équipe et plusieurs d'entre vous êtes là ce soir, donc c'est vraiment génial. Alors, je passe le bâton, je ne sais pas à qui, Kate peut-être, ou Susan, je ne sais pas. C'est pas dans mon J'aimerais scénario. j'aimerais que Susan est là pour dire le mot de au revoir. Avec plaisir, Kate. Au revoir. Non. Je veux simplement dire que j'ai lu tantôt que in English, someone mentioned that this was an outstanding forum and they really appreciated it. And honnêtement, oui, je vous remercie à tous nos panélistes pour votre générosité, for your generous and sincere and very, very precious information that you so graciously shared this evening. Et surtout, je remercie vous tous et vous toutes qui, you know, that joined us this evening. I hope that this can bring hope. It does for me. And je vais juste laisser une dernière chose. Aujourd'hui, il y a 23 ans, ma mère est devenue l'ange de notre famille après avoir vécu avec la SLA. Il y a 23 ans, le monde de SLA était très, très, très différent. Her life would have been different had she been living with it today, thanks to our panelists and thousands of others like you. And to all of our community. Alors, je vous remercie pour votre temps très précieux. J'espère vous voir cet été quelque part dans un de nos événements de marche, de roulée, peu importe. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Merci beaucoup tout le monde. Merci tout le monde. Merci. Bon été. On se voit aux marches.